Aujourd'hui, on va parler de l'éducation nationale. Bienvenue à tous dans cette vidéo, on va aujourd'hui parler de l'éducation nationale, de ses professeurs et de leur représentation un petit peu dans la sphère médiatique et plus généralement sur internet. Tout ça au travers d'une vidéo d'un certain PKP qu'on va joyeusement débunker. Alors pourquoi cette vidéo aussi? Parce qu'il en existe des centaines, mais cette vidéo je trouve a tendance à réunir un peu toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur le professorat et sur l'école en général, donc c'est parfait. C'est une vidéo qui est sortie, si mes souvenirs sont bons, à l'été 2024, il me semble que c'est août. Et donc pour ça, on va donner la parole à deux professeurs qui savent un peu de quoi elles parlent, puisqu'elles sont dans le métier. Commençons par un peu de contexte. L'éducation nationale, c'est le premier employeur de France, avec à peu près 1 million de personnel, dont 870 000 professeurs. Donc des professeurs des écoles, en collège et en lycée. Le budget de l'éducation nationale, c'est 59 milliards d'euros par an. Alors ça peut paraître énorme, mais quand on rapporte ça au nombre d'élèves qui passent tous les jours la porte de l'école, bon bah ça paraît pas si énorme, car en effet c'est à peu près 12 millions d'élèves qui franchissent la porte de l'école tous les jours, donc on comprend pourquoi on a un tel coût du ministère de l'Éducation nationale. Alors sans plus attendre, je vais me plonger dans la vidéo de PKP et vous allez voir le caractère absolument abominable de cette vidéo, car plus on avance, plus on grince des dents très fort. Et vous allez voir que ça va être très intéressant de confronter ça à des professeurs. Alors la vidéo de PKP, elle commence par soulever un point assez important, à savoir la baisse du niveau scolaire. Alors effectivement, tous les 3 ans, l'OCDE fait une étude qui s'appelle le classement PISA, qui va classer les pays en fonction de leur niveau scolaire, sous le prisme de 3 matières, donc la lecture, les mathématiques et les sciences. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 3 ans, l'OCDE met un accent sur l'une de ces 3 matières. Donc par exemple, en 2018, c'était la lecture. En 2022, c'était les mathématiques, et donc logiquement, en 2025, ce sera les sciences. Je précise qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, le rapport PISA 2025 n'est pas encore sorti. Bon, comme promis, nous allons commencer par un état des lieux sérieux et objectif du niveau catastrophique de nos élèves. Ça c'est sûr, le bac, c'est des sacrés souvenirs. Vous connaissez peut-être le classement PISA, piloté par l'OCDE, une mesure et compare l'efficacité des systèmes éducatifs de plus de 80 pays. Je vais pas vous faire patienter plus longtemps, la France on est bidon, on est derrière plein de pays, dont par exemple la Lituanie, alors j'ai rien contre eux, mais putain, on sait même pas les passer sur une carte. Dans 20-30 ans, on ne viendra plus. Ta gueule! On est aussi derrière la Pologne, donc le pays champion du monde de mise en ligne de vidéos pixelisées de polonais bourrés au 3ème degré, nous la piquette. Bon bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien. En fait c'est simple, il y a 3 matières étudiées, mathématiques, lecture et sciences, les résultats sont en baisse dans les 3 et n'ont jamais été aussi bons. Les maths sont la discipline la plus étudiée cette année et la baisse est sans précédent. Dans cette première partie de la vidéo, on nous donne 2 affirmations. On nous dit que le classement de la France est bidon et que le niveau est en baisse. Bon, déjà pour la première affirmation, c'est assez dommage de nous présenter le niveau scolaire comme étant bidon sans nous dire à quelle place on est situé. On n'a que le commentaire de l'auteur à se mettre sous la dent et donc on peut que le croire sur parole quand il nous dit que le niveau est bidon. Alors voici le classement PISA et on peut voir que sur 83 pays, la France se place à la 23e position, devant l'Espagne, le Portugal, l'Italie, les États-Unis, la Norvège, la Grèce et 53 autres pays. Ah bah d'un coup ça sonne beaucoup moins bidon. Je suis désolé mais dans un concours à 83 candidats arrivés à la 23e place, moi je trouve ça très convenable. Mais alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi nous avoir caché la place de la France au classement PISA? On y reviendra. Pour ce qui est de la deuxième affirmation, donc celle qui nous dit que le niveau baisse, alors ça c'est vrai, sur 30 ans on observe une baisse du niveau scolaire. Vous le sentez venir mon mais. Mais on constate cette baisse chez à peu près tous les pays étudiés. Tous les pays de l'OCDE constatent une baisse de leur niveau scolaire depuis 30 ans. Alors avant de rentrer dans les détails, je vais vous expliquer comment fonctionne le classement PISA. Alors c'est pas comme une évaluation en mathématiques, c'est pas une évaluation sur 20, c'est un système de notation dont la moyenne est arbitrairement fixée par l'OCDE à 500 points. Il n'y a pas de maximum possible au test, et généralement les pays peuvent se situer entre 300 points et 600 points. Si on est au-dessus des 500 points, donc de la moyenne arbitraire de l'OCDE, ça veut dire qu'on a de l'avance dans notre système scolaire, en tout cas du point de vue du niveau, et si on est en dessous des 500, ça veut dire qu'on a un peu de retard. En réalité, il y a très peu de pays qui arrivent à se placer au-dessus des 500 points, il y en a 5, et la France, nous, on a une moyenne de 487 points. Alors oui, c'est un tout petit peu en dessous des 500, mais vraiment pas de beaucoup. Donc en fait, on n'est pas si mauvais que ça. À long terme, on observe une baisse de l'ordre de 14 points en mathématiques, 8 points en lecture et 6 points en sciences. Si on met ces chiffres en perspective, et qu'on faisait comme si on était dans une évaluation sur 20,
le niveau scolaire à long terme en France a baissé d'environ 0,5 points. On est très très loin des représentations qui nous diraient qu'il y a un effondrement du niveau scolaire. Bah c'est faux. Alors oui, si on dit il y a une baisse du niveau scolaire, c'est vrai, c'est factuellement vrai. Par contre, le truc c'est qu'il faut mettre en perspective cette baisse. Parce que quand on dit il y a une baisse, bah, ça peut très bien signifier un effondrement comme une baisse légère. Et ici on est dans une baisse qui est vraiment très légère. Ce qu'on observe, c'est que ces 30 dernières années, le niveau il a surtout baissé entre 2018 et 2022. Une note d'information de la DEPP nous parle d'une baisse généralisée en mathématiques chez tous les pays de l'OCDE. En France, la proportion des élèves en difficulté dans cette matière a augmenté entre 2003 et 2012, elle a baissé entre 2012 et 2018, mais elle a encore augmenté très fortement entre 2018 et 2022. Mais alors la question, c'est comment peut-on justifier que le niveau scolaire ait baissé autant entre 2018 et 2022 ? Qu'est-ce qui aurait pu se passer entre 2018 et 2022 qui aurait peut-être impacté tous les systèmes scolaires du monde ? Le Covid. Alors je sais pas si PKP s'en souvient, mais en 2020, on a tous été confinés. Et le 29 juin 2020, l'OCDE a publié une étude sur l'impact du Covid sur les niveaux scolaires. Il en ressort que 188 pays ont dû fermer leurs écoles pendant la pandémie et que 1,7 milliard d'enfants ont été concernés par les fermetures. En France, le confinement a conduit à un décrochage scolaire massif. Selon les estimations du ministère de l'Éducation nationale, c'est entre 6 et 10% des élèves qui n'ont pas pu suivre de cours pendant le confinement, soit environ 900 000 jeunes. Le rapport du Césaire Pays de la Loire souligne que la crise sanitaire a entraîné une augmentation des cas de refus scolaire anxieux, de repli sur soi et de mal-être chez les jeunes. Et c'est ceci qui explique la baisse soudaine qu'on a observée entre 2018 et 2022 du niveau scolaire. Donc si je résume, à long terme, donc sur 30 ans, le niveau scolaire a baissé de 0,5 points sur une évaluation sur 20, Covid compris. Ça met encore plus en perspective le caractère ridicule de cet effondrement scolaire. Si PKP nous dit que c'est la faute des profs, l'OCDE envisage des pistes beaucoup plus solides comme les inégalités sociales très marquées, un climat scolaire dégradé, moins de discipline perçue en cours, un manque d'autonomie et d'envie chez les élèves, l'énorme instabilité des politiques éducatives, le manque de soutien individualisé pour les élèves en difficulté, une faible valorisation des filières techniques et professionnelles. Je vais pas rentrer dans les détails de ces points-là parce que sinon la vidéo va durer 5 heures. Mais il faut bien comprendre qu'en fonction des réformes, les baromètres de compétences des élèves ont tendance à changer. Il est donc très difficile de créer des chiffres parfaitement fiables, y compris cette baisse du niveau est à prendre avec des pincettes. Un indicateur qui peut donner une bonne idée de comment se porte un niveau scolaire, c'est le taux d'illettrisme. Selon les données de l'ANLCI, le taux d'illettrisme est passé de plus de 15% en 1950 à seulement 4% aujourd'hui. En 1950, 10% des personnes ne pouvaient même pas signer leur registre de mariage, ce que tout le monde peut faire aujourd'hui. Donc dans l'ensemble, on peut quand même dire que l'école a bien effectué son rôle de rendre l'instruction accessible et de lutter contre l'illettrisme. Alors bien sûr, on peut pas dire que tout est parfait. Par contre, on ne peut pas parler d'un effondrement du niveau scolaire, tout comme on peut pas dire il y a 50 ans, le niveau était beaucoup mieux. Non. Alors je reviens sur ma question de tout à l'heure, pourquoi ne pas avoir montré la place de la France dans le classement PISA ? Eh bien parce que vous allez vite comprendre que le but de PKP, c'est pas de faire un état des lieux du niveau scolaire ou de l'école en France, mais de transmettre son opinion sur l'école et d'aller chercher n'importe quelle source qui pourrait étayer son opinion personnelle. Et ça porte un nom, ça s'appelle du cherry picking. Qu'est-ce que c'est que le cherry picking ? C'est un peu comme si j'étais à la cueillette des cerises, vous voyez, j'ai mon panier et je prends que les cerises vertes. Et je remplis mon panier avec des cerises vertes. Et à la fin, je vous montre mon panier tout vert et je vous dis, vous voyez, toutes les cerises sont vertes. C'est ça le cherry picking, la cueillette des cerises. Et on fait ça avec les arguments. C'est-à-dire que si je veux dire qu'il y a un effondrement du niveau scolaire et que c'était super avant et que maintenant c'est nul, eh bien je ne vais prendre que les sources qui vont dans mon sens, quitte à les déformer ou à ne présenter qu'une partie. C'est ce que PKP a fait ici avec le classement PISA. On nous a dit que le classement PISA, la place de la France était bidon, mais en fait on n'en sait rien puisqu'on n'a pas pu regarder. Et donc vous allez voir que plus on va avancer dans la vidéo, plus les arguments vont être complètement tordus. Et alors ce qui est drôle, c'est ce petit passage là. J'ai eu l'intégralité du rapport
rapport. Mon objectif est simple, me taper le truc chiant pour agréger l'information et vous mettre en lumière les parties intéressantes. Alors ça c'est drôle, parce que le document qui est présenté comme étant le rapport PISA fait 11 pages. Or, le rapport PISA est découpé en 5 volumes, dont le premier fait 491 pages. Si on additionne toutes les pages de tous les volumes, on arrive à un total de 1793 pages. Donc ce qui nous est présenté comme étant le rapport PISA ne l'est pas. Alors évidemment, je vous mets tous les liens en description des rapports qui sont publiés sur le site de l'OCDE. Mais alors derrière nous dire j'ai lu l'intégralité du rapport, chaque chapitre est traduit et abrégé. Eh bien, un chapitre abrégé et traduit, c'est environ 45 pages. Donc c'est même pas une version abrégée qui nous est présentée, c'est un résumé d'une version abrégée du rapport. Moi je trouve que ça sent pas très bon. Alors là, vous allez voir un truc absolument extraordinaire. On est en train de parler d'égalité de niveau entre les filles et les garçons à l'école. Des gens commencent à nous dire que on risque la prison à perpétuité si on parle d'égalité homme-femme en 2024. Alors forcément, en 2024, oser prononcer de différence filles-garçons, normalement je risque la perpétuité avec comparution immédiate sans passer par la case départ. Bah écoute, moi je suis pas d'accord, hein. Il suffit d'aller voir sur le site de l'INSEE pour savoir qu'en France, les femmes gagnent en moyenne 22,2% de moins que les hommes, que pour le même temps de travail, c'est 14% de moins, et qu'à temps de travail égal, poste égal et qualification égale, c'est 4%. Donc peu importe comment on mesure la donnée, les femmes sont toujours perdantes. Donc non, on peut tout à fait parler d'égalité homme-femme, en fait, hein, ça existe encore. Hein. Mais alors si c'était le seul problème, ça irait. En France, à 15 ans, les garçons battent les filles avec 10 points de plus. Dans 40 pays, les garçons surperforment par rapport aux filles. Dans 24 pays, il n'y a pas de différence significative. Et dans 17 pays, ce sont les filles qui sont meilleures. En bref, les garçons sont meilleurs en maths, mais pas de victoire écrasante. Alors ici, la manipulation, elle est assez forte, vous allez voir. Alors on nous dit que dans 40 pays, les garçons sont meilleurs en mathématiques. Que dans 24 pays, c'est pas le cas. Et que dans 17 pays, c'est plutôt les femmes qui sont plus fortes que les hommes. Alors loin de moi l'idée de paraître condescendant, mais il me semble bien que 24 plus 7... ça fait 41. Donc si on résume, dans 40 pays, les hommes battent les femmes en mathématiques, et dans 41 pays, c'est pas le cas. Conclusion de PKP, les garçons sont meilleurs que les filles. Je sais même pas quoi vous dire, on nous présente des chiffres et on leur fait dire l'inverse de ce qu'ils disent. Là, c'est même plus du cherry picking, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, les amis. Beaucoup d'élèves sont exclus, leur sécurité et attention sont aussi basses que leur niveau, mais contrairement à Gérard, ici l'étude statistique est sérieuse et ses conclusions vérifiables. Car je le rappelle, un fait et une opinion sont différents. Jusqu'à présent, vous étiez comme Gérard, vous aviez le sentiment que le niveau était catastrophique, mais maintenant vous savez que ce n'est pas qu'une opinion, mais un fait. Le rapport PISA nous dit: il existe une relation positive entre l'investissement dans l'éducation et la performance moyenne jusqu'à un seuil de 75 000 $ de dépenses cumulées par élève, entre 6 et 15 ans. Au-delà de ce niveau, il n'y a presque plus de relation entre les investissements supplémentaires et la performance des élèves. Donc le rapport insiste sur le fait qu'il est important de dépenser correctement l'argent au-delà de ce seuil. Alors maintenant PKP nous a présenté ça, chose qui est complètement vraie, et maintenant il nous dit que forcément l'argent est mal dépensé en France. En France, nous sommes à 109 600 $, soit presque 50% de plus. Pour le dire simplement, si on est mauvais, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'argent, mais parce que l'argent n'est pas bien dépensé. Oui, mais alors là il s'agirait d'étayer. Alors effectivement, la France dépense à environ 102 000 $ par élève, ce qui est supérieur à 75 000, mais alors on nous explique pas comment l'argent est dépensé. Alors voici comment l'argent est dépensé. L'éducation nationale, c'est 75% de salaire, charges et pensions, 18,9% de dépenses de fonctionnement, et 8,1% d'investissement. Ce qui nous intéresse ici, c'est la première donnée. Parmi les 73%, 50,1% sont dédiés aux professeurs, 24,1% aux non-enseignants, comme les AESH. Et d'ailleurs, les AESH ont été une priorité d'investissement pour l'éducation nationale ces dernières années. On est passé en 2013 de 73 000 AESH à plus de 143 000 en 2025. Ça a quasiment doublé. Donc oui, ça coûte plus cher, effectivement, ça coûte de l'argent. Mais les AESH sont des personnes qui sont dédiées aux élèves en grande difficulté ou aux élèves handicapés. Et c'est probablement cette augmentation des AESH qui a fait diminuer le nombre d'élèves en difficulté entre 2012 et 2018. Alors évidemment, moi je vous donne un exemple, mais on peut tout à fait soutenir que l'argent serait mal dépensé, mais alors il faut étayer. On peut pas juste dire, oui voilà, il y a une limite au-delà de 75 000 $, nous on en dépense 102 000,
Conclusion, l'argent est mal dépensé. Non, en fait. On sait pas comment il est dépensé cet argent, et il suffit d'aller chercher un peu pour trouver les priorités du ministère quant à la dépense de son argent. Je précise quand même que, ici, mon but, c'est pas de défendre à tout prix l'éducation nationale, hein. Moi, j'ai aucun intérêt avec l'éducation nationale. Moi, mon but, c'est de faire en sorte qu'on ait une information qui soit la plus rigoureuse possible. Tout ce qu'on nous a dit jusqu'ici n'est pas recevable, et soit factuellement faux, soit dit de manière non étayée en fait, donc pas recevable. Alors on arrive à la partie sur les professeurs, accrochez-vous. Alors pour cette vidéo, j'ai pu interviewer 2 professeurs de l'éducation nationale, qui sont donc Alexandra et Laetitia. J'ai d'abord commencé à leur poser quelques questions un peu généralistes pour comprendre un peu leur parcours. Donc voici la première partie de l'interview. Alors maintenant, c'est Niti qu'il faut que tu fasses le clap. Attends, parce que j'ai jamais fait. Ouais, bon, bah. Voilà, super. Comme ça, je pourrais synchroniser le son. Quand je veux. Voilà. Super. Alors, la première raison, c'est que j'aimais écrire au tableau. Bon, c'est un peu cliché, mais j'adorais écrire au tableau à la craie. Mais en début de carrière, à la craie, on se rend compte que ça marche pas. Après, je voulais faire un métier où il y avait de l'échange. Donc c'était assez large. J'avais plein d'autres idées. Et puis, à la fin, avant de choisir une orientation, je voulais faire un métier où il y avait de l'anglais. Ça, c'était absolument indispensable. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de formation scientifique très internationalisée. Donc j'ai arrêté sciences parce que vraiment, c'était pour moi rébarbatif et je voulais faire de l'anglais. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être faire prof d'anglais. Alors mes 2 parents étaient enseignants et puis j'aimais bien l'idée de transmettre quelque chose. Et moi j'ai eu des profs qui m'ont énormément marquée dans ma scolarité et je voulais être comme eux. Et donc j'ai décidé, c'était une évidence. Vraiment c'est quelque chose qui m'intéressait énormément et je ne regrette pas. C'est une espèce de moment charnière, j'ai l'impression, dans la carrière. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres collègues, mais c'est un moment où on se pose des questions, parce qu'il n'y a plus l'appétence des débuts où tu découvres tous les aspects du métier. Il n'y a plus cette espèce de un peu pincement à chaque rentrée, parce que c'est devenu... Bon, ça faisait partie de ta routine, donc c'est un peu comme se brosser les dents, quoi, maintenant la rentrée. Et... t'arrives à un moment quand même dans ta vie où toi t'as évolué, t'as vieilli, et les élèves que tu as maintenant, ce ne sont plus du tout les mêmes que tu avais il y a 10 ou 20 ans. Alors vraiment plus les mêmes, même plus les mêmes d'il y a 5 ans. Et là, ça te fait te poser tout un tas de questions, en fait. Tu te demandes, ah oui, mais maintenant ça va avoir quelle place dans ma vie ? Parce que peut-être, enfin en tout cas dans la première partie de ma carrière, ça a eu une très grande place, voire pratiquement toute la place, parce que c'était vraiment... J'aimais ça. Et là, il y a comme un petit... Je sais pas, comme 7 ans de mariage, quoi. T'arrives à un moment... ouais, le goût n'est plus le même. Tu te dis c'était mieux avant, peut-être, alors qu'en fait, pas forcément. Mais voilà, t'arrives à ça. Et donc, c'est un peu le moment des questions. Peut-être aussi des remises en question. Professionnelles, personnelles, philosophiques, métaphysiques, que sais-je. Et donc voilà, on en est là. Alors ça dépend vraiment des semaines. C'est ça qui est difficile dans le métier de prof, c'est qu'on ne peut pas dire, c'est pas un métier de bureau avec des horaires précis. Alors on a un emploi du temps qui est fixe à peu près, encore qu'il y a des heures qui s'ajoutent ou qui s'enlèvent ou qui bougent, mais c'est un travail du lundi matin au dimanche soir en fait, hein, parce qu'on travaille aussi le week-end quand on est prof. Ça s'arrête pas, et on peut travailler la nuit, et on peut travailler, en fait, si on veut, on peut travailler tout le temps. Donc c'est assez, oui. Une liberté un peu contrainte, parce qu'on a quand même l'emploi du temps et ce sont des horaires. On arrive, si ça sonne à 8h30, le cours commence à 8h30. On n'arrive pas à 8h35. Donc il y a quand même des horaires très très précis. Mais le reste du temps, son temps libre, entre guillemets, on l'organise comme on veut. Donc oui, on peut passer des semaines très compliquées. Il y a des moments de l'année qui sont très très denses, point de vue du travail. D'autres, évidemment, où c'est plus léger.
Cette année, c'était lundi 8h30 jusqu'à vendredi 17 ou 18h. Et donc ça, c'est la semaine de travail au lycée. Entrecoupé d'autres moments. Un mardi par mois où j'allais représenter des collègues au comité médical préfectoral, qui est une instance qui réforme des collègues qui ne peuvent plus travailler. D'autres réunions. Et puis le dimanche, où il faut avoir sa semaine un peu pré-organisée, prête, mais pas que sur le plan pédagogique, aussi sur le plan logistique, parce que si tu n'as pas le temps de manger à la cantine, ou tu sais que tu ne vas pas avoir le temps, il faut prévoir les repas. Et ça demande double effet qui se coule. Il y a plusieurs choses, je crois que c'est à l'heure actuelle vraiment, c'est la perte de confiance, presque de la société. Alors la perte de confiance des parents, la perte de confiance parfois de la hiérarchie et oui, un peu de la société en général. Peut-être pas à tort, mais il y a une grande perte de confiance qui fait qu'on n'arrive plus à avoir forcément le même rapport avec nos élèves qu'on pouvait l'avoir avant. C'est des petits détails, mais ça, je le ressens vraiment. On ne fait plus tellement confiance... de manière globale, et c'est ce qui, en tout cas, moi, me frappe le plus. C'est pas forcément aussi énorme que je peux le laisser entendre, mais c'est ce qui me frappe le plus, moi, la perte de confiance. Ouais. Il y a plusieurs aspects. Alors déjà, le changement des élèves, mais pas seulement. Le changement comment je dirais bien, de la manière dont la société, les parents, les acteurs réagissent à notre métier. C'est-à-dire qu'on sent une pression de plus en plus grande, des espèces d'injonctions contradictoires à corriger des trucs qui ne sont pas de nos missions. On rappelle que nos missions, c'est enseigner, transmettre, permettre aux enfants et aux adolescents qui nous ont confiés de continuer, de poursuivre, d'avoir toutes les capacités possibles et de s'épanouir en tant que, pas seulement élèves, mais futurs citoyens. Donc ça, c'est nos missions. Et puis, il y a corriger tous les problèmes de la société qui arrivent jusqu'à l'école, parce que la société, l'école est le reflet de la société. Donc ça, c'est une première difficulté, parce que tout le monde a son avis, et le donne, et exige de nous des choses, alors qu'on est des fonctionnaires de l'État, donc nous, notre fonction, c'est le bien public, le bien commun, et pas l'individualité. Et aussi parce que toutes ces personnes qui ont un avis parce qu'ils sont allés à l'école, ils n'ont aucune expertise. Et on n'écoute pas les experts, parce qu'il y en a en sciences de l'éducation, des chercheurs, on n'écoute pas ce qui marche, et on ne corrige jamais les erreurs qu'on fait en tant qu'institution. C'est-à-dire, on a commis une erreur, on ne fait pas de bilan. On dit, ah ouais, c'est pas bien, on va changer. Genre les programmes, ou les trucs. Et puis, on en fait d'autres. Et on repart comme en carton, c'est-à-dire c'est fait n'importe comment. Dans d'autres pays, quand il y a des réformes, que ce soit de programmes ou de systèmes, ils s'y prennent 1 à 2 ans à l'avance pour sonder les collègues, qui sont des experts de leur métier, prendre la température, voir ce qui ne va pas, demander un avis, pour ensuite former les collègues avant de lancer la réforme, puis ensuite lancer la réforme et au bout d'1 ou 2 ans, faire un bilan pour voir ce qui va pas et corriger. Nous, c'est jamais fait comme ça. Et ça fait 20 ans que ça dure, et je pourrais dire 47 ans que ça dure depuis que je suis dans le système scolaire en tant qu'élève et prof. Donc c'est frustrant. Ça, c'est frustrant. Et c'est désagréable de s'entendre parler d'un métier qui prépare les citoyens de ce pays du futur. Et j'aimerais bien qu'on arrête littéralement de nous emmerder avec ce genre de conneries et que des gens compétents s'intéressent, posent des questions aux gens en charge du pays. Mais vraiment, qu'on s'y intéresse pour de bon. Parce que bon sang, c'est l'avenir de vos enfants, chers parents. Voilà. Et puis, pour le coup, on en discutait avec une collègue, elle me disait, moi, tu vois, cette génération-là d'élèves qui arrivent au lycée depuis 1 ou 2 ans, j'aimerais pas qu'ils prennent soin de moi quand je serai grabataire. Je préférerais nettement
que ce soit un robot qui prenne soin de moi, parce qu'il aura peut-être plus d'empathie. Et on en est là. En fait, il y a un manque d'empathie vis-à-vis de l'école et de ses profs. Et d'une certaine manière, je trouve que c'est vraiment, négligé, c'est de la négligence vis-à-vis des élèves futurs citoyens de ce pays. Donc ça me dérange. Et puisqu'on parle de mauvaise organisation, même quand, que ce soit à l'interne d'un établissement ou à l'interne d'une académie ou à l'interne du ministère, on fait remonter des choses de manière organisationnelle, genre les examens qui vont pas, c'est très peu pris en compte. Et après, les gens ne comprennent pas qu'on fasse des grèves. Ah, les profs, ils sont tout le temps en grève. Oui, mais c'est aussi pour vos enfants. Exemple du jour, canicule. D'accord, il y en a eu plusieurs en juin. Les épreuves du bac, elles sont majoritairement l'après-midi, dans un bâti scolaire non adapté. Ça fait juste 5 à 10 ans qu'on en parle. Hop, fin de la parenthèse. Voilà, toujours rien. Donc ça, c'est usant. Et l'usure, ça amène à, je ne vais pas dire une certaine forme de mépris, mais une certaine forme de dédain, de distance et de désengagement, de désenchantement. Et en fait, ce que j'aimerais pas, c'est ma plus grande crainte. Et là, j'ai l'impression que je suis en train de glisser de l'autre côté. Donc c'est pour ça que c'est le moment charnière. J'aimerais pas que ce désenchantement dont je suis la victime, à mon corps défendant, transparaisse dans mon enseignement. Parce que j'en ai vu des collègues aigris quand je suis arrivée jeune prof. Je me suis dit, je veux pas devenir comme ça. Et là, je sens, on est en haut de la crête et que je pourrais glisser. Et je sais que j'ai glissé cette année un peu. Je me suis trouvée moins positive, plus critique. J'étais en colère et je le suis encore. Je pense que ça s'entend. Alors c'est très variable. De manière générale, je trouve que, en tout cas moi les gens avec qui je discute qui ne sont pas profs, ont plus conscience qu'avant de la difficulté que ça peut représenter d'être prof. Plus de gens qui disent ouais quand même ça doit être difficile, doit y avoir des élèves difficiles, l'actualité on la connaît, hein, donc oui ça peut être dangereux d'être prof à l'heure actuelle. Mais il y a encore ce vieux fond de réflexe de vous êtes tout le temps en vacances, ça y est t'es en vacances, tu fais rien, voilà, ça reste quand même un réflexe je l'entends très régulièrement. Mais je m'étonne à chaque fois que le fait que cette profession dont tout le monde dit que tout le monde vous êtes en vacances, vous faites rien, mais plus personne ne veut être prof. Alors c'est un peu paradoxal. Voilà. Sinon respecter par ma hiérarchie, oui. Par mes élèves, ça dépend. Par les parents, ça dépend aussi. Donc c'est assez variable. Non, parce que l'école, la vie sur l'école, c'est le café du commerce. Tout le monde en a un, tout le monde va de sa petite phrase, sa petite expérience, sans jamais connaître l'intégralité de ce qu'est notre travail. Il y avait une émission qui s'appelait « Vie ma vie 2 ». Dans tous les exemples proposés dans cette émission, il n'y a jamais eu « Vie ma vie de prof ». Non, parce que si on leur avait donné l'exemple de ce que c'est qu'une vie de prof, parce que c'est pas tu rentres chez toi, tu poses ton cartable et c'est fini. Non, tu continues de mouliner. T'as les copies qui s'accumulent sur le bureau et qui prennent une bonne partie de ton espace de vie personnelle. Une bonne partie aussi de ton pognon de vie personnelle. Parce qu'il y a plein de collègues qui sont pas, aux frais réels. Donc, on ne vous rembourse pas les stylos rouges, on ne rembourse pas les ordis. C'est pour ta pomme, ça. Voilà. Et j'en ai marre vraiment. Ça, c'est insupportable. Cette espèce de kaléidoscope d'avis en vision miroir déformant. C'est-à-dire je me regarde dans le miroir, j'ai mon avis sur l'école, et mon avis sur l'école devient l'avis majoritaire sur l'école parce qu'en plus, je peux transmettre cet avis avec les réseaux sociaux et le faire amplifier. Et ça m'agace d'autant plus que les gens qui ont un avis positif sur l'école, en fait, du coup, ils ne vont pas contrer ça. Ils ne l'ont pas. Ils ne le verbalisent pas, ils ne le communiquent pas. Donc cette majorité silencieuse, j'espère que c'est une majorité,
même très courte, eh bien on ne l'entend pas. C'est comme plein de trucs en fait. Les gens ils s'engagent, et c'est ça qui est désagréable dans cette société. Les gens ils s'engagent contre quelque chose, pas pour quelque chose. Et il y a quand même des questions à se poser sur cette vision assez manichéenne de voir les choses. Je vais voir le négatif. Oui, ok, c'est humain. Mais après, t'es pas obligé que le reste de la société amplifie ce mouvement. Et là, tous les acteurs, médias, politiques, institutions, ont vraiment des questions à se poser et une remise en question à faire. Alors je fête cette année mes 20 ans de carrière, donc ça fait un peu bizarre. Et je ne me suis pas du tout ennuyée pendant 20 ans. J'ai toujours eu des défis, des choses nouvelles quasiment tous les ans. De toute façon, quand on est prof, tout change tous les ans, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les cours, peut-être, le contenu, et encore même pas, parce qu'on adapte toujours le contenu aux élèves qu'on a, et on a des nouveaux élèves tous les ans. Donc vraiment, je ne me suis pas ennuyée, vraiment. Mais je ne sais pas si je vais encore tenir 22 ans. Je ne sais pas si à un moment donné, je ne serai pas fatiguée, en fait. Parce que c'est un travail extrêmement social. Pendant une heure de cours, tout peut arriver. Il peut y avoir des choses violentes, des choses à gérer qui peuvent, d'une seconde à l'autre, le cours peut tourner d'une manière ou d'une autre en fonction des élèves, de ce qui s'y passe, etc. Et ça demande donc un investissement à 100% d'être en cours, vraiment. Et je ne sais pas si j'aurai l'énergie de faire ça encore 22 ans. Donc oui, j'y pense. Après, je ne sais pas comment, pourquoi, mais oui, j'y pense. Alors oui, chaque année, et chaque année qui passe, j'y pense plus fréquemment. Alors, pourquoi ? Parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, les élèves, je trouve qu'il y a une violence verbale aussi maintenant de la part des parents. Alors, soit à l'écrit, soit à l'oral, dans le cadre d'un entretien, ou d'un entretien avec le proviseur et les collègues qui des fois demandent à être représentés. On va se rappeler quand même pourquoi Samuel Paty a été assassiné. C'est parti d'un mensonge d'une élève vis-à-vis de son père. Le père qui a eu un message totalement amplifié sur les réseaux sociaux, donc déformé, et quelqu'un qui est arrivé ailleurs avec son sabre clair là pour couper la tête de mon collègue. Voilà. Pour un truc qui était une accusation calomnieuse de la part d'une gamine de 13 ans. Donc là, franchement, l'éducation parentale pose question. L'utilisation des réseaux sociaux, donc lâcher le nom du prof, Là aussi, on n'est pas protégé. Même maintenant, les collègues, on est après Samuel Paty, on est après l'attentat de Arras, Voilà, même maintenant, les collègues, ils ne sont pas protégés par la société ou l'institution. Donc ça pose question. Alors, on en est un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une fusillade dans une école, on sort les chandelles, on sort les bougies, on sort les nounours, on se fait une petite minute de silence, bon, pas une prière parce qu'on est laïcité, quoi, mais en gros c'est la même chose, mais on ne résout pas le problème. On va interdire la vente des couteaux aux mineurs, mais quand tu prends un couteau dans ta cuisine, voilà, c'est réglé. Donc la question, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'on est devenus des victimes, et ça plaît, j'ai l'impression qu'on soit des victimes. C'est facile de critiquer les profs, ils sont toujours en grève, ils travaillent que 18 heures par semaine. Bon, on sait que c'est 42, mais en moyenne, mais passons. Ça plaît de salir les profs parce que c'est facile, personne ne va aller les défendre. Et puis, on peut continuer de planter des profs parce que ça va faire une vague, mais on ne va pas se poser la question de tiens, alors, les profs, ils sont tous fait planter par des garçons. On va poser la question non plus. Pourquoi c'est des garçons qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions ? Voilà, donc ça aussi, ça pose question. Et donc ça, c'est chiant. Et l'autre truc relou de chez Méga Relou, c'est le constant changement de cap
de façon de faire, de façon de voir, de rustine sur une réforme qui ne marche pas, donc tous les ans il y a une rustine, puis on essaie de faire un gros paquet de rustines, puis au final ça ne ressemble plus à rien. Et donc ça dénature le travail, et ça dénature le sens du travail. Donc si on n'a pas, nous, la vision de où on va, comment on peut emmener des élèves, ou une classe de 35, avec une génération qui a du mal à se concentrer, comment on peut les amener vers quelque chose si on ne sait même pas, nous, où on va. Donc il faudrait un cap clair, des définitions claires, et des gens qui soient des experts et qui disent les choses, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde que des élèves soient bien formés, soient bien éduqués, et puissent, avoir toutes les clés pour s'épanouir dans leur vie. Et c'est pas le cas, parce que c'est pas pris en compte, tout ça. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'à un moment donné... Je snap. Ouais. Ouais, mais je snapperai pas, peut-être pas positivement. D'accord. C'est-à-dire que changer de cap positivement, ça serait avoir la possibilité et suffisamment d'esprit clair pour pouvoir l'anticiper, le changement de voie, se préparer, se former, peut-être étudier un marché, voir une reconversion. Donc ça, on nous file aucune clé. Hein. C'est un peu... non, vous nous quittez, démerdez-vous. Voilà, débrouillez-vous vraiment. Donc ça, c'est problématique. Et ça non plus, ça pose pas de questions, parce qu'il n'y a jamais de chiffre de tous les profs qui démissionnent ou qui demandent une reconversion. Ça, c'est omerta. Quand même, ça pose question. Donc ça serait la partie positive. Et la partie négative, ça serait de partir en sucette, c'est-à-dire de vriller devant les élèves et d'être mis en congé longue maladie ou maladie parce que t'as vrillé, t'es plus capable. Et ça serait le pire. Parce que ça voudrait dire que tu peux plus être un membre actif de la société. Donc pour moi, ça serait totalement inacceptable. Et l'autre solution, ça serait de dire bon, j'en ai marre, je pars à l'étranger, je vais faire totalement autre chose, je coupe. Vraiment, là, vous m'avez saoulé, je m'en vais. Mais je sais comment c'est à l'étranger, c'est-à-dire que je sais très bien qu'on voit les choses négatives, là encore, parce qu'on est dans le bocal. Mais quand on va à l'étranger, il y a plein de trucs qui vont pas. Alors peut-être qu'il y a plus de soleil, ou que les gens sont plus sympas, ou en tout cas ils ont l'air. Mais il y a plein d'autres trucs qui vont pas, et on ne le sait pas tant qu'on n'y vit pas. Donc ce ne serait pas non plus forcément la solution. Alors une fois qu'on a traité tous ces sujets-là, on va rentrer dans l'analyse de la vidéo de PKP. Et donc je vous laisse avec toutes les petites questions que j'ai pu leur poser. Globalement, il a une vision très utilitariste / capitaliste, désolé pour le propos gauchiste, de l'école. C'est-à-dire que le gars, il n'a pas compris ce que c'est qu'un service public. Il compare un service public qui doit avoir le bien-être global, enfin en tout cas essayer de faire progresser le global, la population globale, avec un service privé de coiffeur. Mais c'est pas du cherry picking, ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Voilà, donc ça, c'est une forme de malhonnêteté intellectuelle. Et puis, l'autre chose qui me dérange, c'est que dans ces illustrations, beaucoup de femmes, oui, parce que c'est un métier majoritairement féminin, et le mec, il tape. Mais vas-y avec ton masculinisme à la con. Là, c'est comme ça qu'on est emmerdé, non seulement dans la rue, mais en plus, en tant qu'enseignante, quand tu te retrouves face à des familles qui ne considèrent pas les femmes comme des êtres humains à égalité avec les hommes. Donc, toi, mon petit gars, tu es, je ne sais pas de quel produit, de quelle éducation tu es le produit, mais visiblement, il y a eu un ratage et je ne suis pas sûre que l'école en soit la cause. Voilà, message. Ouais, c'est déjà pas mal. Déjà, je suis assez choquée par le nombre d'insultes à la seconde qu'il y a à l'égard des profs. Je ne vois pas en quoi ça aide à prouver quoi que ce soit, ni en quoi ça montre quelque chose d'objectif. Je pense que ce monsieur a peut-être des comptes à régler avec l'école, ou alors il voudrait bien se faire remarquer, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça c'est vraiment ce qui me choque le plus. Et puis l'utilisation de statistiques qui sont noyées finalement dans plein d'autres images, plein d'autres choses qui sont censées faire rire.
Mais je ne vois pas les raccourcis en plus dans son argumentation sont vertigineux. Ouais, ça plus ça égale ça, mais en fait pas du tout. Son équation n'est pas bonne. Donc voilà. Donc je trouve que c'est... Je ne vois pas ce qu'il cherche à prouver à part sa haine contre les professeurs. Ah, les profs. Heureusement que certains sont excellents et parviennent à inspirer curiosité et admiration, parce que globalement, c'est quand même des sacrifices de pute. Déjà, je vois un problème simple. En principe, si tu bouffes un truc dégueulasse, tu le recraches et t'en manges un autre. J'ai des potes ici qui ont mangé des trucs qui n'étaient pas au menu, je peux te dire. Et ce principe fonctionne avec beaucoup de choses. Par exemple, si ton coiffeur ne sait pas bien coiffer, tu vas chez un autre. C'est ce qu'on appelle la compétition. Face à une multitude d'options, tu prends celle qui te semble mieux. Chaque acteur est challengé par son secteur, donc le coiffeur va essayer de te coiffer le mieux possible, d'être à l'heure, d'avoir des prix attractifs, etc., etc. Son objectif est d'avoir de la clientèle et toi d'avoir un service de qualité. Sauf qu'avec l'école, t'as pas le choix. Il n'y a pas de compétition. D'une part, il n'y en a qu'une, c'est celle de la République. Alors ça a des avantages, par exemple elle est gratuite. Enfin, rien n'est gratuit, mais disons que tu ne la payes pas directement. Et d'autre part, les profs bidons restent profs. Si ton prof est claqué, tu peux pas en changer comme tu changerais de coiffeur. Alors en principe, le tri est censé être fait en amont. C'est ni à toi ni à ton petit cousin de 6 ans de savoir ce qu'est un bon prof. Les personnes qui arrivent devant les élèves ont été sélectionnées et donc devraient tous être compétents. Sauf qu'en pratique, en 2022, il y avait 4000 postes vacants. Alors je vais vous poser la question, comment ne garder que les meilleurs si en prenant n'importe qui, il manque déjà du monde? Comment veux-tu sélectionner le meilleur coiffeur autour de chez toi s'il n'y en a qu'un? Au final, tu te retrouves à agir de la même façon avec l'école que tu le fais avec les meufs, tu prends ce qu'on te donne, tu fais avec et surtout tu fermes ta gueule. Je suis absolument pas du tout d'accord avec aucune de ces 3 affirmations. Déjà, pour passer un concours, il faut avoir un niveau universitaire, sinon tu n'as pas le droit de le passer. Première chose. Ensuite, à un concours, contrairement à un examen, on prend les premiers et il y a une barre. C'est-à-dire, si tu es en dessous de la barre, et même si on n'a pas rempli le quota, on ne te prend pas. Donc, il faut arrêter de penser qu'on prend les plus nuls. Alors, peut-être que le niveau est plus bas qu'avant, mais c'est pas un problème ça. Nous, on a des tas d'élèves dont le niveau est bas. Ce qui fait la différence, c'est la motivation et aider les gens à se former ou les former. Motivation, si tu passes le concours pour un métier qui paye pas, tu dois être vachement motivé par le dit métier. Ensuite, formation, oui, là il y a peut-être un problème. Et la formation des profs, les syndicats, les profs ne cessent de la dénoncer, et pas que depuis la dernière réforme du lycée, constamment, parce que de mon temps, vieille prof, on n'avait pas 18 heures quand on était stagiaire, t'avais pas 3 ou 4 niveaux à préparer, t'en avais 1 ou 2, tu pouvais te concentrer sur savoir comment fabriquer un cours, penser à pourquoi ça n'a pas marché, essayer d'aller voir tes collègues, avoir du temps pour aller voir tes collègues, comment ils font. Parce que ça aussi, aller voir tes collègues. Là, les jeunes collègues, stagiaires, ils ont 18 heures, démerde-toi, et puis survis si tu peux. Franchement, je leur tire mon chapeau. Moi, si j'avais commencé comme ça, j'aurais peut-être pas signé. Voilà, c'est ça. Et le dernier truc... Donc il y avait sont incompétents, qu'il n'existe aucune concurrence dans le système, c'est vrai ou pas ça? Alors ça, c'est un très très gros mensonge, parce que... Alors, s'il n'y avait pas de compétition, il n'y aurait pas des Stanislas, puis il n'y aurait pas des Sainte-Geneviève, puis il n'y aurait pas des Saint-François à 300 mètres d'ici. Donc tous ces établissements privés sous contrat avec le ministère sont censés répondre à un service public. Pour ça qu'ils sont sous contrat, sinon ils seraient hors contrat. Qu'est-ce que ça veut dire être sous contrat? Leurs profs sont payés par le ministère. Ils doivent enseigner les contenus des programmes des différents niveaux et des différentes matières et s'assurer que le taux horaire pour chaque matière est attribué. Donc ça, c'est ce qu'ils doivent faire comme un établissement public. Dans les faits, comme c'est des établissements privés, ils ne sont pas obligés de prendre tous les élèves. Donc niveau mixité sociale, je prends ceux qui m'intéressent. Voilà. Puis quand j'ai fait le plein, je ne suis pas tenue de prendre les gens boursiers, les gens des familles avec des IPS, indications sociales basses. Je ne suis pas obligée, je ne prends pas tout le monde. On voit bien qu'à Stanislas, on ne prend pas tout le monde. Et puis l'autre chose, c'est qu'en dépit du fait qu'ils doivent répondre aux mêmes règles, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles. Curieusement, tout ce qui est dotation horaire globale pour les établissements privés, ça aussi c'est omerta. Dans d'autres pays, on sait combien ils touchent, pour combien d'élèves, pour quel niveau.
parce que c'est un calcul. Alors là, notre ministère ou notre rectorat nous dit « oui, mais c'est calculé pareil ». Alors, moi, j'aimerais vraiment voir les chiffres, et je pense que pas calculé pareil. Et le dernier point, eux, ils ont le droit d'aménager des choses au sein de leur établissement comme ils veulent, d'accord ? Donc, par exemple, ils vont offrir toutes les options, mais absolument toutes les options, sachant que certaines options, comme ils auront 1 ou 2 élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mettre l'élève dans une salle avec une vidéo du CNED. Parce que ça se passe comme ça, d'accord ? Et puis l'autre truc, c'est que on joue pas dans les mêmes règles, c'est-à-dire eux, ils ont le droit de faire de la pub. Et puis ils s'en gênent pas, hein. Ils sont sur le panneau d'affichage juste à côté, là. Donc, pas de concurrence. Bah, vas-y, hein, mon gars. Tu dois vraiment pas avoir ajusté tes lunettes. Il n'existe pas de choix, si. On peut aller dans une école privée. Maintenant, il faudra payer pour effectivement l'éducation de ses enfants. On peut aller dans une école privée, hein, on a le droit. Donc ça ne peut pas partir de la même logique. C'est impossible. Il y a plein de pays où l'éducation n'est pas gratuite. Les pays, des pays anglophones, l'éducation n'est pas forcément gratuite. Allez, il y a une éducation d'État gratuite, mais voilà. Et en France, effectivement, il applique des logiques de rentabilité à quelque chose qui ne peut pas être mesuré en ces termes. Les résultats au bac ou les résultats aux tests nationaux ne dépendent pas de la capacité des profs uniquement. Pas uniquement. Oui, en partie, mais pas uniquement. Moi, en tant que prof d'anglais, j'ai des élèves 1 an. Je les récupère, je leur enseigne l'anglais, et puis je les renvoie, soit je les amène au bac, soit je les... Et quel impact est-ce que je peux avoir en 1 an ? Et les élèves n'arrivent pas tout... compare au coiffeur, mes élèves arrivent chacun avec des cheveux différents. Voilà, je peux pas tous les coiffer en même temps. Et puis l'influence du vent, de la pluie va jouer sur la coiffure, et de même que les influences extérieures vont jouer sur les élèves. Je n'ai pas un tableau blanc, j'arrive pas, c'est pas moi qui vais créer l'élève, les profs ne créent pas les élèves. C'est pas vrai, donc on peut pas mesurer alors on peut mesurer les progrès, mais le niveau, c'est pas la même chose que le progrès. À un instant T, si on mesure à un instant T un niveau, on n'a pas mesuré d'où l'élève est parti. Et ce n'est pas parce que l'élève n'arrive pas au bon niveau qu'il n'a pas progressé, et que donc que les profs qu'il a eus n'ont pas été des bons profs finalement, même s'il n'arrive pas à décrocher son bac, ou ça ne veut pas dire qu'il n'a pas appris des choses. Donc ces statistiques et cette notion de rentabilité ne peut pas s'appliquer à des métiers qui travaillent avec de l'humain. C'est impossible. C'est impossible. C'est très étrange d'ailleurs, parce qu'il y a un petit saut dans son argumentation. Les profs sont sélectionnés, mais on prend n'importe qui. Il a dit ça. Les profs sont sélectionnés, il manque 4000 postes, comment ça se fait alors qu'on prend n'importe qui ? Ben non, ils sont sélectionnés, on ne prend pas n'importe qui. Tous les ans, il y a des postes au CAPES qui ne sont pas pourvus. Parce qu'on ne prend pas n'importe qui. Le problème, c'est qu'on a un manque de candidats. On n'a pas... Et c'est pas un manque de compétences. Enfin, ça, c'est un manque de compétences. Mais on ne va pas prendre des gens juste parce qu'ils se présentent. Bon, comme tout le monde, une des raisons pour lesquelles les profs donnent des cours plutôt que de vivoter comme lorsqu'ils étaient étudiants, l'époque où ils passaient 10% de leur temps à suivre des cours dispensés par l'université claquée, 30% à faire des fiches pour donner bonne conscience, et le reste à avoir des vies de merde remplies de pain tiède, clopes roulées et soirées sur la béquille car aucune fille ne voulait de leur gueule de puceau attardé, accompagné d'un corps illustrant parfaitement la symbiose entre un tronc d'obite, des membres d'arachnides et une tête de marcheur blanc. Et bah ces enculés, comme 90% des gens, une des raisons pour lesquelles ils bossent, et c'est bien normal, c'est l'argent. Remontons dans le temps, en 1980, un prof commençait sa carrière à 2,5 fois le SMIC. Proportionnellement, il devrait toucher aujourd'hui 3500
€ net par mois. Dernièrement, les profs ont été augmentés, échelon 2 ils touchent 2121 € net par mois. Ce salaire, c'est celui des professeurs des écoles et du secondaire, c'est-à-dire collège et lycée. Les profs qui ont réussi le concours de l'agrégation s'en sortent mieux avec un échelon 2 à 2344 €. Alors là, il y a deux écoles, soit vous dites putain ils sont bien payés ces enculés par rapport au travail qu'ils font, surtout si on mesure le travail avec les résultats, soit vous vous dites c'est sûr que si le salaire est mauvais, les meilleurs profils auront tendance à se diriger vers d'autres carrières que l'enseignement afin de gagner plus d'argent. J'ai envie de vous dire, dans les deux cas, vous n'avez pas tout à fait tort, car gagner 2121 € net par mois, c'est déjà beaucoup au vu des résultats de leurs élèves. Surtout que je simplifie grandement le salaire. En réalité, il y a des primes possibles pour des raisons diverses et variées. Par exemple, pour bénéficier de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, il suffit globalement que Monsieur Trou du Cul participe au conseil de classe. Résultat, plus 104 € chaque mois. Pour continuer d'engranger de la thune, Monsieur Trou du Cul peut également être professeur principal, ou tutorer Monsieur Trou de Balle afin qu'il devienne un bon professeur. Vu comme ça, ils sont très bien payés. Non. Parce que si tu fais ton métier, qui est déjà très chronophage, énergivore et demande de l'engagement. Alors, je ne suis pas sûre que le mot engagement en 2025, la définition soit la même pour les gens de 20 ans qu'elle était la mienne quand j'en avais 20. Déjà, première chose. Donc non, on ne brasse pas de thunes. Pour être très franche, j'ai commencé donc en 2002. Et bien, jusqu'à la crise de 2008, je peux dire que j'arrivais à mettre de l'argent de côté. Un peu. J'étais locataire, je n'étais pas encore propriétaire, etc. J'arrivais à mettre de l'argent de côté. Après la crise de 2008, mes parents m'aidaient. D'accord ? Donc j'avais 5 ans, bon bref. Et ça a duré un petit moment où ils me filaient un billet parce que j'arrivais pas, parce que le loyer était trop cher, alors que j'habitais pas très loin, parce que la facture d'électricité avec les chauffages au grille-pain, parce que t'es locataire, elle était trop élevée. Donc merci papa, merci maman, en plus de m'avoir payé mes études, d'avoir aussi sponsorisé mon employeur qui ne me payait pas assez. Donc tout ça, c'est pas vrai. Alors quand il dit, ouais, ils peuvent prendre, ils ont plein de primes, etc. Ouais, les primes, elles sont pas comptées pour ta retraite. Parce que quand j'ai commencé, moi, le carburant, c'était du diesel à l'époque, c'était moins d'1 €. Maintenant, c'est pas moins d'1 €. Donc les jeunes collègues, en plus, ils sont appelés à souvent être TZR, donc se déplacer, être sur plusieurs établissements, changer d'affectation au cours de l'année. Voilà, il devrait avoir un bon carburant, quoi. Ce qui me choque, encore une fois, c'est qu'il fait il y a des choses qui ne sont pas logiques dans son argumentation. Il dit que les profs, leur principale motivation, c'est de travailler pour le salaire. Or, ils ne sont pas vraiment bien payés, d'après lui. Donc, alors, ça dépend des résultats. C'est très flou, son raisonnement. Et moi, j'ai du mal à le suivre, en fait. Je pense qu'à une certaine époque, effectivement, les profs étaient bien payés. Il le dit, gagner combien il dit 2 fois le SMIC. Enfin, bon, c'était bien. Bon, c'est plus trop le cas maintenant, même s'il y a eu une revalorisation de salaire. Pour les nouveaux, oui, tout à fait. Je vais expliquer un petit peu ce truc-là, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément en tête que les grilles de salaire qui sont affichées ne sont pas les grilles des professeurs. Non. Et puis, en plus, il parle toujours de salaire brut. Voilà. Alors, on commence sa carrière à l'échelon 0. À l'échelon 1, on passe très vite à l'échelon 1 au bout de 2 mois. Et puis, on gravit les échelons par ancienneté, où on peut gravir un petit peu plus rapidement lors des 4, 3, ça change tous les ans. Je crois qu'il y a 3 inspections de carrière, 3 rendez-vous de carrière, c'est plus des inspections, c'est des rendez-vous de carrière qui peuvent accélérer. Donc sur une carrière de 42 ans, on a 3 fois la possibilité d'avancer un petit peu plus rapidement si on estime qu'on est un bon prof. Enfin, si l'inspection estime qu'on est un bon prof. Est-ce que c'est vrai que les profs brassent de l'argent ? Voilà. Non, alors déjà la première chose qu'il dit, c'est que comme tout le monde, les profs font prof à cause de l'argent. Parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Moi, je pense que c'est complètement faux. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que... Comment on explique alors sinon le fait qu'il manque des profs, que plus personne ne veut être prof, si c'est... Comment on explique si c'est si bien payé et si on fait rien ? C'est ça, moi, c'est ce qui me fait toujours réagir. Je pense que pour la plupart de mes collègues, il y a une vraie vocation. On dit un prof parce qu'on a envie de transmettre, parce qu'on aime les adolescents ou les enfants, parce qu'on est persuadé qu'on peut faire une vraie différence. Il y a plein de raisons pour lesquelles on devient prof.
Si tu n'enseignes pas pour l'argent, tu le fais pour le plaisir. C'est un peu comme les meufs. Certaines postent sur OnlyFans contre de l'argent et d'autres à moitié à poil sur Insta pour rien du tout. Juste pour le plaisir d'être des putes. Que ceux qui savaient pas bander, ils ont vite appris. Bon, globalement, lorsqu'on travaille, c'est pour plusieurs raisons. Évidemment pour gagner sa vie, mais aussi pour exister socialement, avoir un statut. On travaille également pour rencontrer des gens, mais ce qui va m'intéresser, c'est la dernière raison. On travaille pour faire quelque chose qui nous intéresse. Construire, réparer, soigner, inspirer ou encore transmettre. Dit autrement, une des raisons qui peut motiver les profs à travailler, c'est la satisfaction qu'ils éprouvent à exercer leur métier. D'après l'enquête Thalys de 2018, 8 profs sur 10 expriment une perception positive de leur environnement de travail. Alors ça paraît beaucoup, mais j'ai voulu le comparer avec les autres professions, car si elles sont à 10 sur 10, ça fait relativiser. Et bien devinez quoi ? En fait les profs sont la profession où la satisfaction au travail est la plus grande. Devant les cadres, journalistes, ingénieurs, artisans, ouvriers, militaires, bref, devant tout. Donc si je résume, en essayant de rester calme, les profs sont ceux qui sont le plus contents de leur travail, tout en ayant les pires résultats, puisqu'à 15 ans, la plupart des jeunes ne savent ni compter ni écrire convenablement. Et l'association de ces deux éléments ne choque personne. 12 ans à l'école. Est-ce que vous imaginez un maçon bosser 12 ans et à la fin vous dire « Ah désolé, j'ai pas fini la construction et puis les fondations sont bancales ». Est-ce qu'en plus t'imagines cet enculé te dire « Ah mais tu sais, c'est pas facile, hein, il faut préparer les cours et puis aussi corriger les contrôles, hein. Et en plus cette année, mes 16 semaines de vacances tombent sur 5 jours fériés, non mais t'imagines le manque à gagner toi ?» Ferme ta gueule ! Tu mérites d'être balayé, frotté contre le sol des chiottes comme la serpillière à merde que tu es. Personne ne percute que s'ils sont si heureux au boulot parce qu'ils n'en branlent pas une. Évidemment que si tu n'as aucune pression de résultat, tu peux réitérer le même cours bidon qui ne fait rien apprendre à personne sur 18 générations. Évidemment que tu es heureux au boulot, quand tu fais de la merde, tu n'as aucune conséquence. Encore une fois, imaginez un médecin qui ne soigne pas, un architecte qui ne construit pas, un boulanger qui ne fait pas de pain, c'est ridicule. Mais alors pourquoi on tolère un prof qui n'enseigne pas ? On l'a vu éprouver avec la première partie de vidéo. Le résultat est bidon. Bidon, vous comprenez ? Alors, je vais donner une piste qui pourrait être, si je rencontrais ce monsieur tout de suite, il me sauterait dessus. Je dirais qu'il faudrait moins d'élèves par classe. Pour vraiment être compétent et réussir à s'adapter et réussir à créer du lien avec chaque élève, il ne faut pas 35 élèves. C'est pas possible. C'est juste pas possible. En anglais, 35 élèves, alors un peu moins, ça dépend des niveaux, ça dépend de plein de choses, hein, mais bon, entre 25 et 30 élèves par groupe, 2h30 par semaine, 2 heures par semaine, voilà, mes compétences sont limitées, de fait. Donc, si on veut vraiment que les élèves progressent dans telle ou telle matière, voilà, ils sont nuls en anglais, voilà, ils sont nuls en anglais, les Français sont nuls en anglais, c'est un fait. Bah oui, mais les Français ont en terminale 2 heures d'anglais par semaine. Personne n'a jamais appris une langue en ne pratiquant que 2 heures par semaine. Sachant que en one-to-one peut-être 2 heures par semaine, mais en 1-to-35 ça marche pas quoi. Il n'y a jamais de raccord, on se met jamais à la place d'un élève qui subit différentes réformes au nom de sa scolarité. C'est-à-dire il n'y a pas comme un espèce de pool témoin. Genre je suis un élève né en 2000, j'ai subi quoi en primaire, en secondaire, tac, j'ai subi quoi. Et du coup, comme il n'y a pas ce recul sur la vie d'un élève, ben on ne se rend pas compte qu'à chaque fois que tu fais une réforme, que tu enlèves des heures, que tu réduis des trucs, que tu changes le sens, ben ça l'impacte, puisque ça déconnecte des trucs. Et en fait, ce n'est pas tant un problème de niveau qu'un problème de connexion des différents éléments. Ça non plus, c'est pas pris en compte. Et dernière chose qui n'est pas pris en compte, ah ben l'école, hein, ça doit avoir des résultats. Oui, ok. Lesquels ? Bon, alors si on se place sur lire, écrire, compter, je pense que c'est bon, c'est acquis. Même très mal, ils survivront, ils y arriveront. Bon, ils sortent pas totalement illitérés. Illettrés du truc. Ouais, mais un élève qui apprend des choses juste pour le contrôle, parce qu'il faut bien avoir une bonne note, puis qui repart, il sait pas pourquoi il l'a appris, il n'en fera plus jamais rien parce qu'il l'a oublié une fois sorti de la salle de contrôle, d'accord ? On se pose pas la question de... Alors, c'est pas ça va me servir à quoi ? C'est potentiellement, ça pourra me servir. Moi, il y a des trucs que j'ai appris qui ne m'ont pas servi encore. Mais il y a une logique de pensée, des liens à faire d'une matière à l'autre. Ça, quand on arrive à le faire, et on se rend compte dans la vie que ça a servi à quelque chose. Pas forcément apprendre à dire un mot précis en anglais, par exemple, encore que ça peut aider à survivre, mais on s'en rend compte. Et c'est ça qui manque en fait. Il n'y a non plus cette connexion. Donc monsieur là qui dit que le niveau baisse, c'est pas le niveau qui baisse.
c'est le manque de compréhension et de connexion de toutes ces briques d'enseignement. Et ça, c'est pas forcément une volonté malveillante, c'est juste le résultat de ce que les Anglais appelleraient slackness. On a un peu rien à foutre, hein. On veut faire une réforme, on l'a fait. Ça fait sens ? Non, mais on l'a fait. On veut réduire le budget, ça va avoir un impact ? Oui, mais il faut réduire le budget. Quand il dit qu'on coûte, alors que ça coûte super cher, voilà. Juste écoutez-nous, s'il vous plaît, parce que c'est pas dans notre intérêt qu'on parle, c'est dans l'intérêt général. Écoutez-nous, on est quand même des experts de notre métier, on veut bien échanger sur un tas de choses, mais bon sang, entendez la parole des experts en éducation que nous sommes. Voilà, et ça n'est pas entendu. On n'entend que les mecs qui ont un avis bien masculiniste sur la question. Hein. Voilà. D'après des forums de profs, il y aurait une évolution des élèves vers le moins bon. Alors j'attire tout de suite votre attention sur le fait qu'un forum ne représente pas tout un pays. Néanmoins, si nos sens nous disent quelque chose et que certains profs le disent aussi, on peut se demander si ce n'est pas vérifiable. Les élèves seraient de plus en plus agités, bruyants et centrés sur eux-mêmes. Au-delà, il y aurait de plus en plus d'élèves à problème. Si c'était vrai, ce ne serait que le reflet de la société qui est elle-même en perdition. Un peu, ouais. Un peu. Alors quelle forme ça prend ? Des formes... c'est souvent... c'est la violence, je ne sais pas si c'est violent physiquement, pas trop, encore que cette année, on a eu des élèves qui s'amusaient à ouvrir des salles et à prendre les poubelles qui étaient dans le couloir et à les jeter dans la salle. Donc il y a des collègues qui ont reçu des poubelles, des élèves qui ont reçu des poubelles comme ça, voilà. Ou frapper dans les murs, ou aussi vandaliser, enfin détruire les toilettes. Voilà, ça je trouve que plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. Enfin, j'avais jamais été témoin de jets de poubelles gratuits. Il n'y a même pas, voilà. Il n'y a même pas de contexte. Ouais. Ça a longtemps été l'école vue comme une possibilité, un ascenseur social, une possibilité de changer d'aspirer à un avenir, enfin voilà, de réussir dans la vie. Je crois que c'est plus le cas maintenant. Une certaine personne pense que ce n'est plus grâce à l'école qu'on s'en sort socialement. Voilà. Oui, c'est vrai que moi je vois beaucoup de contenu, notamment sur les réseaux sociaux, qui disent non mais arrête l'école, tu vas devenir millionnaire à 19 ans. C'est ça. Et alors toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi je pense que le critère premier de la majorité de la société actuelle, c'est l'argent, c'est toujours ça, c'est toujours tous les ans je souhaite une bonne année à mes élèves et je dis toujours avec beaucoup d'amour et de chocolat, et il y a toujours un élève qui dit et d'argent. Toujours. Et c'est le critère numéro 1. On réussit on réussit sa vie si on a de l'argent. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, il est dit que les professeurs ne peuvent rien apprendre aux élèves si ce n'est comment rater sa vie. C'est ça. C'est ça. Parce que apparemment vous avez raté votre vie. Voilà, c'est ça. Mais il faudrait savoir quels sont les critères de réussite d'une vie. Moi, je pense que je suis un petit peu peut-être utopiste, mais je pense qu'il faut bien sûr gagner sa vie. Il faut gagner sa vie de manière suffisante à pouvoir être insouciant, relativement insouciant. Mais je ne pense pas qu'on puisse mesurer le fait de réussir sa vie par l'argent qu'on gagne. On peut être très heureux en gagnant de quoi vivre, confortablement, mais ça suffit. Et le bonheur, on le trouve ailleurs et en développant d'autres capacités que celle de produire de l'argent, à mon avis. Alors, j'aime pas ce terme, parce que je trouve qu'il est méprisant et qu'il déshumanise des élèves qui sont à un moment de leur vie où ils sont chamboulés. C'est un chamboulement dans la vie d'être ado, hormonalement parlant, physiquement parlant, moralement parlant. Et puis quand une société te dit de toute façon tu vas crever de chaud en 2055, la perspective de vie est un peu obscure. Donc ça déjà j'aime pas. Ensuite, c'est vachement facile d'aller critiquer ces pauvres gosses
qui sont issus d'une société qui, elle-même, est plus violente. On le voit dans les comportements sur la route, là, nombre de gendarmes ou de policiers où les gens ne s'arrêtent pas. C'est pas qu'ils veulent forcément leur filer une amende. Des fois, ils veulent leur dire « Monsieur, votre feu stop est grillé, machin ». Non, mais ils ne s'arrêtent pas, ils continuent, ils les renversent. Donc, il y a bien un problème. Ce n'est pas des enfants, c'est des adultes. Donc, ça m'agace, d'une part. Je trouve ça malhonnête. Et l'autre question, c'est « Et toi, mon gars, tu fais quoi au juste pour solutionner cet ensauvagement ?» Parce qu'en fait, dans le ton qu'il utilise, dans la manière dont il construit sa vidéo, il est lui-même violent. Il fait lui-même abstraction d'un certain nombre de choses. Il se concentre sur sa petite personne, il s'enferme dans sa bulle bien protectrice, peut dire « c'est mon avis, écoutez-le, je suis Dieu le Père, et je sais tout ». Et ça, c'est aussi violent, parce que c'est imposer quelque chose aux autres. L'école, la seule chose qui est imposée, c'est l'éducation, c'est pas l'école. Tu veux pas venir à l'école, ce qui est obligatoire, c'est l'instruction. Donc tu peux aller au CNED, tu peux rester chez toi, etc. Jusque les parents soient d'accord. Donc moi, j'aime pas quand on dit ça, d'une part parce que c'est pas vrai, et ensuite parce qu'on regarde pas le bon truc. Le truc qu'il faut regarder, c'est dans la glace, toi, mon gars, et chacun d'entre nous, dans nos comportements individuels. Parce que les enfants, quel que soit leur âge, apprennent de ceux qu'ils voient et expérimentent. Ils voient un parent critiquer, insulter quelqu'un au volant, il y a de fortes chances qu'ils fassent pareil. Ils voient des gens pas respecter les règles sociales et passer devant d'autres à la caisse en leur donnant un coup de coude, il y a très fortes chances qu'ils fassent pareil. Ils voient des gens sur Internet en train de dire que telle catégorie de personnes, les femmes, les gens racisés, les profs, je vais vraiment paraphraser, ce sont des parasites, il y a très fortes chances qu'ils se mettent à agir pareil. Donc, la première des responsabilités, elle est la sienne en tant qu'interlocuteur à fort écho sur une chaîne YouTube. Elle est la sienne. Et toi, mon gars, c'est quoi ta responsabilité dans l'ensauvagement de la société? Dernière chose. À Évreux, en 2005, quand il y a eu les émeutes, donc une partie du quartier de la Madeleine a brûlé, le lycée n'était pas fermé. C'est-à-dire on n'avait pas de porte. Il n'y avait pas non plus de lumière. Donc il n'y avait pas trop de lampadaires, c'était le noir total. Je finissais avec une classe de STG à l'époque, donc ancien STMG, à 18h le vendredi. On était seuls dans le bâtiment D, vraiment seuls. Et pendant les 2 semaines où il y a eu les émeutes et où ça a été un peu... Les 2 vendredis, ils m'attendaient à « Madame, je sais pas, qu'est-ce que vous faites là, le cours est fini ?»« Non, mais on vous ramène jusqu'au parking, ça sera mieux. » Donc, ces enfants-là, ils sont devenus maintenant des adultes, peut-être des parents, ils existent et ils existent encore. Donc j'aimerais juste que les gens qui ne savent pas, qui ne parlent pas aux gens qui sont dans les quartiers défavorisés ou les quartiers politiques de la ville, ils aillent les rencontrer parce que ce sont des humains et ce sont des humains avec des tas de richesses et il faut aller les voir, il faut leur parler, ils ont des choses à nous apprendre. Les amis, petite pause pour vous dire que c'est la fin d'une partie de l'interview. Alors, on a fini d'aborder le sujet de fond. J'ai dû faire énormément de coupes parce que sinon, ça allait durer vraiment trop longtemps. Chaque interview durera à peu près entre 2h et 2h30. Pour ce qui est des dernières questions de la fin des interviews, je vous les mets à la fin de la vidéo. Bon visionnage. Alors, cette partie commence sur un constat qui est tout à fait réel. Il y a de plus en plus d'étudiants en France. Jusqu'ici, tout va bien, mais PKP enchaîne vite sur ça. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. En 2022, on a 68 millions de Français, 16 millions de jeunes étudiants ou à l'école, 15 millions de retraités, 2 millions de chômeurs pour 30 millions de personnes actives, et le reste, j'en sais rien. Bon là, normalement, ça vous saute aux yeux, il y a plus de la moitié de la population qui ne produit rien. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de problèmes dans ce qui est dit. Cette explication suppose que tous les étudiants et tous les retraités ne font rien. Et c'est très embêtant quand l'INSEE nous dit que 4,5% des retraités continuent de travailler. Ça fait quand même 750 000 personnes.
44% des étudiants travaillent pendant leurs études et on retrouve principalement les étudiants et les retraités dans les associations françaises. 34% des étudiants sont engagés dans une association et chez les retraités c'est 38%. La moitié des présidents d'associations sont des retraités. Pour ce qui est des personnes restantes, les fameux j'en sais rien, on remarque quand même que PKP les a d'office classés dans les personnes qui ne produisent rien, alors qu'il s'agit quand même des personnes suivantes: les parents au foyer, les aidants, les personnes malades, handicapées ou en grande précarité. Donc c'est pas toujours évident. Est-ce qu'on peut considérer qu'une personne au foyer ne produit rien ? Bah si, cette personne produit un enfant qui va devenir un actif. Voici donc un camembert plus exact selon les chiffres de l'INSEE. Et j'ai pas chipoté, j'ai fait comme PKP, j'ai mis les personnes j'en sais rien dans les catégories de personnes qui produisent rien. Si on additionne toutes les personnes qui ne produisent rien, on arrive à 34%. Donc on a 66% de personnes qui travaillent et qui produisent quelque chose. Donc on est très 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 loin de l'affirmation de départ qui nous dit que plus de la moitié de la population ne produit rien. C'est faux. Là on est encore dans de la manipulation des chiffres et c'est encore une forme de cherry picking. Vous vous dites super, on a plein d'étudiants, dans quelques années nous aurons plein d'ingénieurs, plein de médecins, plein d'architectes. À mort de rire. Vous savez quelle est la discipline la plus représentée à l'université en 2018 ? Les sciences humaines et sociales, avec 305 000 étudiants. Je vous passe la définition pour sauter directement au débouché d'après l'étudiant. Archéologue, philosophe, Etc. etc. On a donc 305 000 connards dont le débouché principal est archéologue. Alors ici, on serait en droit d'avoir un minimum de rigueur. Si on parle de pourcentage, les sciences humaines à l'université, ça représente 32% des étudiants. Donc on balaie totalement les 68% restants, mais en plus, ce qui est dit sur cette discipline est totalement faux. J'en sais quelque chose, j'ai fait mes études dans les sciences humaines. Et évidemment que le débouché principal n'est pas archéologue. Alors voici une liste non exhaustive des métiers qui sont possibles après des études en sciences humaines. Enseignement et éducation. Professeur des écoles, enseignant au collège, enseignant-chercheur à l'université, formateur pour adultes, conseiller principal d'éducation. Fonction publique, administration et collectivité, attaché territorial, chargé de mission collectivité locale, inspecteur des finances publiques, conservateur du patrimoine, bibliothécaire, urbaniste, chargé d'études en aménagement du territoire, documentaliste, archiviste. Ressources humaines et formation, chargé de recrutement, responsable RH, gestionnaire de carrière, formateur en entreprise, coach professionnel, bilan de compétences. Recherche et études, sociologue, anthropologue, politologue, chargé d'études, de recherche, chargé de mission dans des observatoires, enquêteur, statisticien, sciences humaines et sociales, chercheur CNRS ou INSERM. Communication, marketing et relations publiques, chargé de communication, responsable éditorial, attaché de presse, community manager, planeur stratégique. Travail social et accompagnement, assistant social, conseiller en insertion professionnelle, éducateur spécialisé, médiateur social, intervenant en santé mentale communautaire. Journalisme, édition, écriture, journaliste, rédacteur, correcteur, auteur, écrivain public, éditeur, responsable éditorial, secrétaire de rédaction. Culture, patrimoine, médiation, médiateur culturel, chargé de projets culturels, guide conférencier, animateur du patrimoine, directeur de centre culturel, international, humanitaire, ONG, chargé de projet dans une ONG, coordinateur humanitaire, analyste politique international, chargé de plaidoyer, expert en coopération internationale, justice, droit, médiation, conseiller pénitentiaire d'insertion, médiateur familial, juriste en ONG, collectivité, greffier, assistant de justice, criminologue. Métier du numérique, UX Researcher, UX Writer, Data Analyst spécialisé sciences humaines et sociales, Project Owner avec bagages sociaux, consultant en transformation numérique, Digital Learning Designer, conseil stratégie, accompagnement du changement, consultant en organisation, coach en entreprise, facilitateur en intelligence collective, consultant en innovation publique, sociologue des organisations, art, spectacle, médiation artistique, animateur socioculturel, intervenant artistique, médiateur en théâtre ou en musique, producteur culturel, artiste. Si on additionne tout ça, ça fait 3,3 millions de postes. Pour mettre ce chiffre en perspective, la santé, c'est 2,5 millions. Le commerce, c'est 3,7 millions. Voici quelques graphiques qui résument tout ça. Donc on a la répartition des étudiants dans l'enseignement supérieur en France, la répartition des étudiants par discipline à l'université, et ça encore, c'est pas pareil. Vous voyez que les étudiants à l'université, c'est 55% des étudiants totaux. Sur ces étudiants-là, 32% vont dans les SHS. Voici aussi le nombre d'emplois et d'étudiants par secteur. Effectivement, on voit que dans le secteur des sciences humaines et sociales, il y a plus d'étudiants, mais il y a aussi de l'emploi, donc en fait, c'est pas forcément gênant. Et alors on pourrait se dire, oui, mais alors qu'est-ce qui te permet de dire que ces personnes-là trouvent du travail ? Eh bien, l'INSEE nous dit que le taux d'insertion à 5 ans des diplômés en sciences humaines et sociales tourne autour des 85%. Ce qui veut dire qu'au bout de 5 ans, 85% des personnes qui ont fait des études dans ce domaine ont trouvé un travail. Dans leur domaine, bien sûr. Donc si cette voie menait au chômage ou à l'archéologie, ça se saurait. Un adulte, c'est quelqu'un qui fait preuve d'équilibre et de maturité. Mais comment être mature et équilibré quand à presque 25 ans, on n'a connu que l'école ? Comment se connaître lorsqu'on n'a jamais eu de responsabilité, d'indépendance, de relations amoureuses sérieuses, quand on n'a pas travaillé et payé des impôts ? Résultat, combien de jeunes adultes ne sont même pas autonomes ? Combien ont besoin d'être biberonnés ? Combien
bien compte sur la société et l'État plutôt que sur eux-mêmes. Aujourd'hui, l'adulte de base n'est qu'une coquille vide, dénué d'esprit critique, il vivote sans repère. Ni libre ni indépendant, il est rassuré lorsqu'on lui indique la marche à suivre. À défaut de réfléchir par lui-même, il est sans cesse influencé et manipulé. Et il s'en contente, car faire des choix le terrorise. Rien de pire que d'avoir à assumer ses propres décisions. En se laissant balloter par des idéologies, il s'affranchit de toute responsabilité. Il a bien retenu une chose de l'école, c'est que personne ne l'inquiétera s'il fait ce qu'on attend de lui. Bon bah ici c'est une analyse de comptoir, il n'y a aucune source, juste des vérités pseudo-générales balancées en l'air. On nous dit qu'un étudiant ne peut pas être mature et équilibré car il n'a connu que l'école, qu'il n'a jamais travaillé, eu de responsabilité ou d'indépendance. Alors je sais pas si PKP a déjà mis les pieds dans une université, mais ce qui caractérise les études supérieures, c'est quand même précisément l'indépendance, l'autonomie et la responsabilité. Pour être clair, à l'université, si vous n'allez pas en cours, personne ne viendra vous chercher. C'est à vous de faire preuve d'autonomie et de responsabilité, et d'y aller. Dans tous les cursus post-licence, donc les masters par exemple, la majorité du travail doit être fait par l'étudiant de manière autonome. Alors souvent ça prend la forme de la rédaction d'un mémoire qui va mener à une soutenance. Écrire un mémoire sur 2 ans, écrire une thèse sur 3 ans de manière quasi totalement autonome, est-ce que c'est pas justement la définition de la responsabilité ? Le système universitaire repose structurellement sur l'autonomie de l'étudiant. Puisqu'il y a une grande liberté dans l'organisation du travail, il y a une grosse charge cognitive, il faut avoir de bonnes capacités à s'auto-évaluer. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'OCDE, dans une étude de 2021 nommée Education at a Glance, mais aussi Jean-Luc Bernot et Claude Lemoine dans leur traité de psychologie du travail et des organisations en 2010. Quand on sait, et je vous renvoie à la partie précédente de la vidéo, que la moitié des étudiants travaillent pendant leurs études pour les financer, ça me paraît extrêmement problématique et déconnecté de dire que les étudiants n'ont jamais travaillé de leur vie, qu'ils n'ont jamais payé d'impôts, ou même de parler d'absence de confrontation à la vie réelle. Et ça, c'est sans parler des nombreux stages qui sont imposés pendant les études. Car en fonction des domaines, et moi qui connais bien les sciences humaines, par exemple, un stage est obligatoire en 3e année de licence, mais aussi en master. Alors pour ce qui est de la définition de l'adulte, c'est assez vague en fait. PKP là a fait un effort, il a été dans le dictionnaire. Sauf qu'il a sauté la première définition, il a pris la deuxième parce que forcément ça l'arrange plus. Alors la première définition d'un adulte, c'est une personne ayant atteint ou dépassé l'âge de 20 ans environ. Voilà. En tant qu'adjectif, qui est parvenu au terme de sa croissance à son plein développement. Et ça, c'est très peu clair. À partir de quand on peut considérer qu'on a fini son développement ? C'est difficile à savoir. Alors si on veut être un peu plus précis, on peut lire les travaux de recherche en psychologie, et notamment les publications d'Erik Erikson, qui est psychanalyste et psychologue germano-américain, qui publie Childhood and Society en 1950. Donc dans cet ouvrage, il expose sa théorie du développement psychosocial et identifie 8 stades de développement qui jalonnent la vie humaine. Et le 5e stade, c'est lui qui détermine l'entrée dans l'âge adulte. Et alors, Erikson nous parle d'un individu qui cherche à définir ce qu'il est, ce qu'il veut faire et comment il s'insère dans la société. On peut donc considérer 2 conditions pour être un vrai adulte, avoir au moins 18 ans, parce que légalement c'est ce qui est demandé, et savoir qui on est, ce qu'on veut faire et comment on veut s'insérer dans la société. Alors, c'est toujours assez vague, mais ça l'est un peu moins déjà. Là où je veux en venir, c'est que les études supérieures, elles sont une démarche extrêmement intéressante, tant elles permettent aux jeunes adultes d'explorer leurs intérêts, de développer une pensée critique et de faire des choix de spécialisation et de vivre des expériences personnelles fortes. Surtout que c'est quand même contradictoire de nous dire un peu plus tard que aujourd'hui, l'adulte de base est une coquille vide dénuée d'esprit critique, quand c'est précisément l'école et l'université qui lui permettent d'en gagner. Là, c'est un contre son camp, en fait. Je vais vous énumérer 2 priorités de l'éducation nationale. L'égalité homme-femme et le remplacement du sexe par le genre, avec éducation sexuelle aux enfants, mais j'y reviendrai. Donc cette partie, comme toutes les précédentes, présente des informations complètement fausses, voire inventées. Ici, il suffit d'aller faire un petit tour sur le site de l'éducation nationale pour se rendre compte que c'est complètement faux. Les objectifs de l'éducation nationale sont le renforcement des savoirs fondamentaux, la lutte contre le harcèlement scolaire, la promotion de l'inclusion et de l'accessibilité, la formation et valorisation des personnels, l'intégration du numérique dans l'éducation et la modernisation de l'administration éducative. Alors bien sûr, on peut critiquer la mise en œuvre de ces politiques, mais dire que les seuls objectifs, voire même les principaux objectifs de l'éducation nationale, c'est l'égalité homme-femme et de remplacer le sexe par le genre, c'est faux. C'est à minima mensonger, voire complètement malhonnête. Alors là, préparez-vous, car on arrive au paroxysme de la mauvaise foi.
Pendant ce temps, les pauvres vont là où la rigidité de la carte scolaire leur dit d'aller. Leurs enfants pourront suivre un programme scolaire élaboré par l'OMS puis copié par le gouvernement, incluant l'éducation sexuelle. Je ne vais pas tout lister car ce serait long et fastidieux, mais sachez que le programme commence pour des mômes de 3 ans. Si on résume, on nous dit ici que l'éducation sexuelle est dispensée dès 3 ans, qu'on apprend la sexualité à des enfants en maternelle. Très loin de moi l'idée de me dire que ces informations non sourcées sont fausses. Mais bon, je préfère aller vérifier. Et ça tombe très bien car les programmes sont tous publiés par le site de l'éducation nationale. Mais alors là, c'est bizarre. Les documents vont pas du tout dans le sens de ce qu'a dit PKP. Un hasard, sûrement. Alors effectivement, dès l'âge de 3 ans, on éduque les enfants, non pas à la sexualité, mais à la vie affective et relationnelle. Ce qui n'a strictement rien à voir. Ce programme est, je cite, axé sur le développement de l'enfant et des relations sociales. Il aide les enfants à comprendre les transformations de leur propre corps et celui des autres, à développer le respect de l'intimité et des droits de chaque personne, et à poser les bases d'une citoyenneté éclairée. C'est-à-dire comprendre les relations sociales et respecter l'intimité et les droits de chacun. Mais quel scandale! Ouh là là! Alors il s'agissait de faire comprendre à des enfants ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Je rappelle quand même qu'en France, ce sont 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Dans 80% des cas, c'est dans le cadre familial. Une personne sur 10 est victime de l'inceste en France. C'est extrêmement grave. Alors oui, apprendre à des enfants en bas âge qu'on n'a pas le droit de les toucher sans leur consentement, qu'on n'a pas le droit de leur demander de se déshabiller ou de les forcer à avoir un contact physique, en fait, ça me paraît plus que nécessaire. Et alors qualifier cet apprentissage d'aberrant, on va dire que je suis pas d'accord. Et donc c'est au collège que l'éducation sexuelle commence, et là aussi je cite les programmes de l'éducation nationale, l'éducation à la sexualité, qui vient en complément de la vie affective et relationnelle, apporte des informations adaptées à l'âge des élèves sur leur santé, leurs droits et les comportements ou relations responsables. Au-delà de la prévention et de l'information, elle propose un parcours progressif visant l'épanouissement personnel et relationnel, tout en cultivant une réflexion sur les dimensions affectives, sociales et culturelles de la sexualité. Donc s'il s'agissait de dire « on commence l'éducation sexuelle dès 3 ans », c'est faux. C'est au collège que ça commence, et je crois que c'est en 4e exactement. Et donc s'il s'agit de dire « les programmes d'éducation sexuelle sont une aberration », là aussi, c'est faux. Alors voici la partie de la vidéo qui personnellement me donne le plus envie de vomir. Cet enseignement sert les intérêts de je ne sais qui, mais certainement pas des enfants qui sont encore trop jeunes pour entrer dans le registre de la sexualité. Honnêtement, ce sujet est très important et je ne peux me résoudre à en parler trop en surface. Pour le bien de cette vidéo, je passe au sujet suivant. Pourquoi pas garder celui-ci pour une prochaine fois. On peut dire qu'on espère qu'il tend à une mixité croissante, à des relations de plus en plus mixtes, c'est-à-dire à des relations entre enfants et adultes. Donc ici, dans le plus grand des calmes, on est en train de nous dire que les programmes d'éducation sexuelle sont faits par des personnes dont l'intérêt est de justifier les relations entre des adultes et des enfants. Mais quel genre de cynisme est-ce là ? La dernière partie de la vidéo de PKP s'agence sur l'étude du système japonais. C'est le premier pays du classement PISA. Quelle est la méthode du premier? Que fait-il que nous ne faisons pas pour être au top? En haut du classement, nous trouvons Singapour. Comme c'est une cité-état, je pars du principe que la comparaison grossière avec la France n'est pas possible. Nous allons étudier le deuxième, c'est-à-dire le Japon. La structure d'éducation jusqu'à 18 ans est comparable à la nôtre. École élémentaire, collège, puis lycée. Mais contrairement à nous, l'équivalent de leur bac ne rigole pas. Il s'agit en fait d'un concours déguisé qui déterminera leur parcours dans les études supérieures. En parallèle, durant toute la scolarité, l'attitude et l'état d'esprit ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Pendant qu'ici, nous abandonnons les notes au profit de couleurs, afin de protéger les mauvais élèves, là-bas non seulement ils sont bien notés, mais en plus les résultats sont affichés par ordre croissant dans les classes. Autant vous dire que la compétition est rude. Pour autant, l'ambiance générale n'en pâtit pas, car l'ensemble de la classe est tiré vers le haut, plutôt que nivelé par le bas. Alors ici, je vois un énorme problème. C'est le culte du premier de la classe. Alors encore une fois, aucune information n'est sourcée dans la vidéo de PKP, mais il nous dit que les résultats sont affichés par ordre croissant dans les salles, et il ajoute que la compétition est rude, pour autant l'ambiance générale n'en pâtit pas car l'ensemble de la classe est tiré vers le haut. Bah voilà, c'est tout ce qu'on nous dit. Bon on va aller chercher. Alors effectivement, le Japon a un système qui est extrêmement rude et discipliné, dont l'unique objectif est d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc ça, c'est la face émergée de l'iceberg. Le Japon, c'est aussi le pays qui a le plus haut taux de suicide chez les jeunes. Le 1er septembre, jour de rentrée, est tristement connu comme étant le jour des suicides, car c'est la date de l'année où il s'accumule le plus. Au Japon, on parle de Futoko,
c'est le fait que plusieurs centaines de milliers d'élèves se désengagent de l'école chaque année, souvent à cause de stress ou de harcèlement. Ce genre de phénomène n'existe pas en France. Et dans toutes les études qui peuvent être faites sur le Japon, un seul responsable est nommé, c'est le harcèlement, les humiliations publiques et la pression des notes. En 2023, c'est entre 600 000 et 1,8 million d'élèves qui étaient victimes de harcèlement. Alors là, préparez-vous, 18% des enfants de 5 ans présentent des troubles du sommeil. Entre 66% et 71% des élèves de 12 à 15 ans souffrent de céphalée, 40% plusieurs fois par semaine. Et c'est ça l'autre face du Japon. Pour avoir les meilleurs résultats au classement PISA, voilà ce que ça implique. Et vous remarquerez que parmi les nombreux sujets abordés dans la vidéo de PKP, et d'ailleurs je les ai pas tous traités, il en manque un. Le seul sujet qui n'est pas abordé, c'est le bien-être des élèves. Mais la question c'est, pourquoi ? Car je peux pas imaginer une seule seconde que ça lui a pas effleuré l'esprit, et quand on prend en compte l'ensemble de son discours, donc de son opinion, puisque rien n'est sourcé, on comprend. La vidéo de PKP tend à propager un discours ultra-néolibéral qui considère que l'homme est une machine de production. PKP n'a abordé que des sujets liés à la rentabilité, à la performance, à la dépense et à la production. Et ça explique le mépris qu'il témoigne aux études supérieures. Car effectivement, l'un des buts de l'université, c'est de forger l'esprit critique. Un bon esprit critique, il détecte les manipulations, il sait faire des recherches rigoureuses, et il ne croit pas bêtement ce qui lui est dit. En fait, la vidéo de PKP, elle parle pas vraiment du système scolaire. Elle est là pour répandre une idéologie néolibérale, que ce soit conscient ou non. Mais l'élève n'est pas une unité de performance, c'est un humain, qui plus est un humain en construction. C'est pourquoi se placer à la 23e position du classement PISA me paraît plus que convenable. L'éducation nationale est obligée de hiérarchiser ses priorités, comme tout système scolaire mondial. Alors si le Japon a mis tout en haut de cette pyramide la réussite scolaire et le niveau scolaire, la France a mis tout en haut de cette pyramide le bien-être des élèves. Cette vision ultra-productiviste de l'être humain a été remplacée par des concepts citoyens. Pour bien saisir mon propos, il faut comprendre que l'école est née dans un contexte d'industrialisation. C'est-à-dire qu'on a eu besoin de travailleurs pour aller à l'usine. Et c'est exactement pour ça que dans une salle de classe, on est rangé en rang comme à l'usine, qu'on a des journées qui sont rythmées par des sonneries avec des horaires fixes. C'est le fonctionnement d'une usine. Alors bien sûr qu'on peut critiquer le fonctionnement de l'école. On pourrait dire que l'école n'a pas beaucoup changé depuis un siècle et que d'une certaine façon, elle répond aux défis d'hier au lieu de répondre à ceux de demain. Et alors sur ce sujet-là, je vous conseille une vidéo qui est exceptionnelle, d'une créatrice qui s'appelle Just Elena et qui a fait une vidéo qui s'appelle « L'école, ce qu'on ne vous a jamais dit ». Et elle y fait une critique constructive et démontre en quoi l'école répond pas tout à fait aux défis de demain. Et c'est absolument intéressant de voir ça, de voir aussi les erreurs de l'école. Alors ici, ça va être le seul moment où je vais vous donner mon avis personnel. Moi je pense qu'il faut se méfier des idées néolibérales, surtout à l'école. Car la finalité du néolibéralisme, c'est la déshumanisation. Si vous voulez creuser le sujet, je vous mets quelques lectures en description de la vidéo. En guise de conclusion de cette vidéo, je vous propose de parler du petit encadré qui commence la vidéo de PKP. Donc ça dit que ceci est une vidéo d'humour, second degré omniprésent, aucune attaque n'est émise contre une institution ou une personne, cette vidéo n'appelle aucune action, elle ne cherche à influencer personne. Bon. Au-delà du fait que personne n'y croit, PKP passe littéralement toute sa vidéo à injurier les professeurs, le système d'éducation français, et à répandre une idéologie néolibérale. Et d'ailleurs, il suffit d'aller voir les commentaires, qui sont en écrasante majorité très positifs, et qui vont plus dans le sens d'un travail de recherche que dans celui d'une vidéo humoristique. Au-delà, ça pose quand même une question, et ce sera la dernière question de cette vidéo. Peut-on, sous prétexte de l'humour, désinformer un public sans le prévenir ? Évidemment, je pense que non, et ce sera le deuxième moment où je donnerai mon avis dans cette vidéo. Quand on dénonce soi-même que les gens font pas la différence entre les faits et les opinions, que le monde manque cruellement d'esprit critique, il me paraît plus que problématique de publier une vidéo comme celle-ci. Car cette vidéo est l'essence même de ce qu'elle dénonce, ou en tout cas de ce qu'elle semble dénoncer. Formuler des attaques et des insultes directes envers une profession en disant, je cite, que ce sont des branleurs surpayés, des enculés et des trous du cul, et ensuite venir dire que cette vidéo n'attaque personne, c'est du foutage de gueule. Alors j'espère que grâce à cette vidéo, qui m'aura pris presque 6 mois de travail, vous y verrez un peu plus clair. Gare au cherry picking et aux travaux non sourcés qui nous donnent comme seule garantie que la parole d'un intervenant, peu importe sa légitimité. Et donc pour finir cette vidéo, je vous propose de regarder la fin de l'interview avec les quelques questions restantes que j'ai posées à nos deux professeurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.
les élèves, pas tous, mais les élèves, ou les anciens élèves. Alors, non, cette année, pour moi, ça a été une année particulièrement dure. On a changé, la direction a en partie changé, l'autre moitié de la direction va changer l'an prochain, donc là, en 2 ans, on aura fait une totale rénovation. On a eu des problèmes de matériel, notamment les photocopieuse. En pratique, tu arrives le matin, tu ne peux pas photocopier ton contrôle ou ton document. Donc ça veut dire que ta préparation, elle est à la poubelle. Tu vas devoir faire 1 heure où tu n'as rien, à part ton tableau et ton stylo et ton cerveau. Donc, bienvenue dans le monde magique de la flexibilité totale du prof. Voilà, c'est un peu comme tenir sur une planche de surf dans un tsunami. Et donc ça a été ça trop fréquemment. Je suis tombée malade. 3 semaines. J'ai pas été arrêtée de manière très longue depuis 2014 où je me suis fait opérer. Donc pour moi, il y a une remise en question là. Et j'ai craqué en fin d'année. Ça m'arrive, mais là, j'ai craqué fort. Et j'ai dû être réarrêtée pour quelques jours parce que sinon, j'aurais pas fini l'année, littéralement pas fini. Et c'était quoi la question ? Alors, les élèves. Parce que donc, quand je suis revenue de mon 2e arrêt maladie, là où après mon craquage, je croise un élève qui est en terminale cette année, qui faisait spécialité AMC que j'avais en première. Il a redoublé sa terminale parce qu'il n'a pas eu son bac l'an dernier. Donc, il sortait, je savais qu'il avait passé son oral d'AMC et je lui ai dit alors, comment ça s'est passé ? C'était vraiment un élève en première qui avait un tout petit niveau et en plus qui ne travaillait pas. Donc, double effet qui se coulait avait des sales résultats. Donc, je savais que ça allait pas bien se passer en terminale, je savais qu'il y avait peu de chance. Bon, bref, je savais. Et lui, son redoublement de terminale, la collègue qui l'a cette année, elle me dit non, mais là, c'est réussi. Hein. Je l'avais l'an dernier, c'est mieux, il travaille et tout. Et là, il sort, et je le croise, et je lui dis alors, ton oral ? Et il me fait ah, madame, j'étais trop fière de moi. Il fait je suis tombée à la fin de l'entretien, l'examinatrice, elle m'a posé une question sur pourquoi ou comment les aborigènes, en gros, ils subissaient un choc culturel, je sais pas quoi. Et je me suis rappelée de ce qu'on avait fait en première à la fin de l'année avec vous. Et j'ai réussi à dire que c'était parce qu'on détruisait leur langue et leur culture, qu'en gros, on voulait totalement les éradiquer. Et là, il avait les yeux qui brillaient. Genre comme s'il avait gagné la Coupe du Monde de foot ou une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et ça, ça m'a donné envie de... Je me dis, c'était pas pour rien. Bon, tu t'es dit que ça menait pas à grand chose et pourtant c'était pas pour rien. Et l'autre truc, donc une de mes élèves qui était dans la classe qui m'a fait craquer et qui était dans la classe aussi que je devais avoir après le cours où j'ai craqué et donc où j'ai pas assuré le cours, je l'ai dans 2 cours différents, cet élève. Donc on arrive en fin d'année, j'avais déjà des copies d'examen à corriger et donc là je les avais mis à travailler sur un truc et ils n'étaient pas nombreux parce que l'arrêt des notes était passé. Et elle vient me voir, j'étais en train de regarder les copies que j'avais à corriger pour être sûre que toutes les pages étaient scannées et elle me dit « C'est des copies d'examen ?» Je dis « Oui ». Elle fait « Vous corrigez déjà des copies ?» Je dis « Bah oui, parce qu'il n'y a pas que le bac. » Et puis là elle me demande « Mais madame, le lundi là, où du coup vous n'avez pas fait le 2e cours vous n'avez pas fait un malaise quand même ?» Je fais « Si, j'ai fait un malaise. » Et donc, le manque d'empathie de cette génération, il n'est pas encore total. Donc, il y a de l'espoir. Il y en a toujours, mais on a besoin de ces petits moments magiques. Parce que c'est là, franchement, on est un peu dans la nuit noire, où vraiment tu te dis bon, est-ce qu'une étoile va s'allumer ? Donc ça te permet de redémarrer et de te dire c'était pas pour rien, tu vois, t'as réussi quand même un peu et attends de voir dans 5 ans si tu les recroises parce que c'est pas au moment T. En fait c'est comme les graines que tu sèmes, t'arroses, tu pars en vacances et là tu reviens et c'est un peu ça. Faut voir ce que ça a donné. Et ce que j'apprécie le plus, en fait, c'est les élèves que tu croises, mais peut-être même 10 ans après. Voilà, c'est horrible, mais faut le dire quand même. Genre, tu vas t'acheter un truc à électrodépôt. Et là, donc, tu demandes au vendeur et il te dit ouais, c'est là, tout ça. Et puis, il s'arrête et fait vous seriez pas prof d'anglais au lycée Aristide Briand ?
Tu fais si, et là tu fais je vous ai eu comme élève. Prénom. Vous m'appeliez ça. Ah, je fais oui, je me rappelle. Je suis par contre incapable de me rappeler la classe. Hein. Je me rappelle. Et je fais bon, ça va, t'as pas un trop mauvais souvenir? Ah non, c'était super les cours d'anglais avec vous, madame. Voilà, donc ça aussi, tu repars. Donc les élèves, et j'espère juste qu'ils vont garder un peu de cette spontanéité, de cette naïveté et de cette curiosité. Et même si seulement 5% d'entre eux l'ont, c'est pas tout perdu. Il y en a eu 2, en fait. Il y a en début de carrière où un élève redoublant de terminale, sans doute à faire doubler autre chose, m'a menacé de mort. Alors, pas tout de suite, hein, enfin... Et donc, parce que je lui avais demandé, je lui ai dit, bah, si t'es pas là pour travailler, qu'est-ce que tu fais là? Donc là, elles sont venues les menaces. Ça tourne. Sont venues les menaces jusqu'à la menace de mort. Il a refusé de sortir de la classe. Alors, moi, j'avais 23, 24 ans, 24, 25, je sais plus. Il en avait 20 ou 21. Donc déjà, l'écart n'était pas... Il mesurait 3 têtes de plus que moi. Bon, c'est pas difficile, pas très grande. Donc il avait une carrure plus proche des ménageurs bretons que du freluquet spaghetti. Et donc, refuse de sortir. Et là, je fais, putain, je fais quoi? Et donc là, éclair de génie. Allez les autres, vous rangez vos affaires, on sort. Et donc, je l'ai fait changer de salle. Et j'envoie un élève chercher le surveillant en bas, en même temps. Je dis, allez, on range ses affaires, on sort. Donc, on sort, on va dans la salle d'à côté, dans le même couloir, j'ouvre la porte, je fais rentrer les élèves, je filtre, je l'empêche de rentrer physiquement, je me mets devant la porte, je fais non, tu rentreras pas, t'as pas voulu sortir, bah nous on est sortis, tu n'as pas l'autorisation de rentrer, tu es exclu de cours. Et à ce moment-là, la surveillante arrive, elle aussi pas très grande, mais curieusement avait l'air d'avoir plus d'autorité sur lui, donc il part. Je me dis bon, j'étais comme ça, donc je fais mon rapport oral au chef de l'époque, je tape un truc avec plein de fautes d'orthographe, de grammaire dans tous les sens, une horreur. J'envoie le truc, et puis la secrétaire m'appelle en me disant bah faudrait peut-être que... Bon, tu reliras à tête reposée, parce que là, il y a plein de fautes, faut vraiment que tu le retapes le truc. Bon bref, l'élève est vu par le chef, exclu quelques jours. Je dors pas chez moi ce soir-là, parce que j'ai peur. Je vais dormir chez mes parents, à 15-20 km d'Évreux. Je raconte ça à mon père, qui connaît des gens dans la police, et qui demande le dossier. Le gamin en question, il avait un dossier comme ça chez les flics pour agression de fonctionnaires, notamment des femmes, de fonctionnaires de police, agression physique. Donc, il me dit, bah, t'attends de voir ce qui s'est passé au lycée, s'il n'y a pas de réaction sérieuse... tu ne reprends plus jamais cet élève en classe. Je reviens en classe, il avait été exclu quelques jours, j'ai pas été informée de ce qui avait été décidé, et là j'arrive un lundi matin, et on me dit que à 9h30, je vais voir cet élève parce qu'il revient comme si de rien n'était dans mon heure de cours. Donc là je craque, littéralement je craque, et je me barre, je prends un rendez-vous chez le médecin, et je lui explique la situation, et je dis, il faut que vous m'arrêtiez. Parce que je ne peux pas y retourner. Là, tant que c'est pas réglé, je ne peux pas y retourner. Elle m'arrête 15 jours. Pendant que je suis chez le médecin, mon chef m'appelle sur mon portable et me dit « Madame Feuchet, je voudrais vous voir ce midi dans mon bureau pour qu'on en parle et tout. » Et moi, pauvre pomme, je vais dans son bureau, un midi où il n'y a personne d'autre dans le bureau, donc seul, sans représentant d'une organisation syndicale alors que je suis syndiquée, parce qu'il avait l'air gentil, mon chef de l'époque, il ressemblait au Père Noël, hein, sans le costume, mais il ressemblait au Père Noël. Et là, il me dit en substance, oui, enfin bon, l'élève là qui vous a menacé de mort, vous l'avez un peu cherché. Je fais pardon? Oui, vous lui avez demandé pourquoi il était là, si c'était pas pour travailler, si c'était pour être au chaud. Je fais, c'est ça que vous appelez me chercher? Je fais, ok. Je fais, qu'est-ce que vous me dites là en substance? Bah, il me fait que vous allez reprendre cet élève. Bah, je fais, non. Ça, c'est hors de question. Et puis, il continue en me disant, bon bref. Je lui dis,
Alors, on va s'arrêter maintenant. Voilà mon arrêt de travail pour 15 jours, peut-être renouvelable. Je vais prendre contact avec mon organisation syndicale et la prochaine fois qu'on se voit, je ne serai pas seule. Et enfin, merci pour la leçon. Maintenant, je sais qu'il ne faut pas faire confiance à la direction, pas faire confiance à un chef, pas faire confiance à l'institution. Merci pour cette leçon en début de carrière, elle est très bien apprise. J'ai été une élève sage toute ma vie, je ne serai pas une professeure sage. Plus jamais. Donc ça, c'était le moment où je me suis dit « Oh putain, ils veulent pas notre bien, ils veulent juste acheter la paix sociale. » Cet élève n'a pas été repris dans mon cours. Comme il était redoublant, aucun de mes collègues d'anglais n'a voulu le prendre. Au bac blanc, puisque là c'était obligé, c'est un oral, il a menacé ma collègue qui a fait un rapport. Au vrai bac, il a menacé le collègue examinateur qui a fait un rapport. Le rapport du collègue examinateur, je l'ai su parce que le proviseur adjoint de l'époque me l'a dit à la pré-rentrée suivante. Mon chef ne s'est jamais excusé. Voilà, donc ça c'était une très bonne leçon. Et l'autre moment marquant, on est en voyage scolaire à Cardiff. C'était l'année où on avait un élève en première qui était arrivé de Syrie avec ses parents et sa sœur qui avait perdu toute sa famille dans la guerre. Et comme il était réfugié politique, c'était un peu compliqué avec les papiers, la préfecture, enfin bref, de l'emmener, mais on est allé à la préfecture plein de fois, on a eu tous les papiers, etc., etc. Bref, on l'emmène à Cardiff. On était dans le musée qui est proche du château, c'est un musée où il y a de la peinture, plein de choses différentes. Et là, on entre, le musée était gratuit, et il regarde autour de lui, il voit toutes les sections différentes, et il me fait « Je peux aller partout, madame ?» Je fais « Ouais, t'as 1 heure, vous avez 1 heure, tu connais la consigne, vous avez 1h30, tu peux aller voir tout le musée. » Et là, c'est ses yeux et sa bouche qui avait fait un schlack. Et donc, c'était plutôt un élève timide, pas sûr de lui, on peut comprendre par sa situation. Et à la fin de cette année, avec ce voyage scolaire, il m'a fait une blague en classe à haute voix devant les autres. Et là, je le regarde et je lui dis « Oh ben non, tu vas pas t'y mettre aussi !» Et c'est là où je me suis dit « Il va bien !» Et l'école, sa classe, le voyage, ça y a un peu contribué. Lui, il ira bien. Et ça a été le deuxième moment de ma carrière. Donc voilà. Je te sens un petit peu ému là. Avant de juger la fonction de quelqu'un, enfin son travail, il faut d'abord se mettre dans ses chaussures. Et pas simplement 1 heure. C'est-à-dire, vis ma vie de prof pendant 1 mois, et on en reparle. Voilà. C'est François Ruffin qui a, je ne sais plus si c'est une présentatrice ou une commentatrice télé, qui avait dit qu'en gros, les gens qui faisaient tel travail, ils en foutaient pas une ou je sais pas quoi. Il lui a dit « chiche, viens faire ». Enfin, encore une super donneuse de leçons. Elle y est allée, la preuve qu'elle y est allée. Et le fait d'avoir l'expérience que vivent ces gens tous les jours et qui sera toute leur vie professionnelle, a changé son opinion. Et elle s'est rendue compte, il y a des tas de choses qu'on peut voir de l'extérieur mais qu'on ne peut pas voir si on n'est pas à l'intérieur. Donc je lui dirais, viens vivre ma vie de prof pendant 1 mois, ou encore mieux, 1 an, et après, seulement après, tu pourras avoir une opinion. Et tu viens vivre ma vie de prof, pas à Stanislas, hein, ça compte pas là. Non, tu viens vivre ma vie de prof dans le 93, ou au lycée Aristide Briand, tu viens vivre une vraie vie de prof. Parce que là, mon petit gars, tu comprendras. Là, c'est la bienveillance. Si jamais je pouvais être aussi violente que je l'imaginais, je lui mettrais un direct du droit et je lui dirais « Tu veux qu'on en parle ? Mais je peux pas. » Je leur dirais, la vieille peau qui parle et qui a été élève il y a fort longtemps. Quand j'étais au lycée, en tout cas en seconde et en première,
je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire, vraiment pas. Ça s'est pas construit là. Je savais que j'avais des envies. Il y avait des choses que je savais que je ne voulais pas et d'autres choses que je voulais absolument. Et je pense qu'ils devraient écouter leurs envies et savoir différencier une envie d'une tendance mode. Première chose. Et c'est normal d'être dans le brouillard. C'est un moment charnière, c'est un moment où ils ont beaucoup de pression parce que tout le monde les regarde. Ça va aller. Vous allez voir, quand vous allez passer la porte du lycée, on va vous foutre un peu plus la paix et vous allez pouvoir trouver qui vous êtes, faire des erreurs, qu'on ne vous le reproche pas, ou seulement vous le reprocherez. Et ça ira et ça participera à votre construction. Donc, continuez d'avancer. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Il faut avancer dans la vie. L'autre chose que je leur dirais, c'est arrêtez de vous juger et de juger le monde avec la lentille des autres. C'est-à-dire que c'est une génération ultra connectée, ultra informée, donc ça c'est bien, parce que de mon jeune temps, c'était plus compliqué d'avoir une diversité de points de vue et d'informations. Alors qu'aujourd'hui, t'aimes pas un certain type de contenu, tu vas en voir un autre, tu vas voir un autre dans un autre pays, c'est accessible. Donc profitez de ça pour vous en nourrir. Ayez un œil critique, prenez du recul, considérez que les choses ne sont pas figées. Elles ne sont d'autant pas figées que c'est vous qui pouvez les faire changer. Vous allez avoir des clés, vous allez construire des clés et vous allez y arriver. Et on est jeune jusqu'à 40 ans. Vraiment. Franchement, hein. C'est-à-dire que la période des études, c'est important, mais la période où on apprend le plus, c'est après. Et la période où on s'épanouit le plus, c'est la quarantaine. D'accord ? Je ne sais pas encore la cinquantaine, mais la quarantaine. Donc la vie est pleine de surprises et c'est pas perdu. Je veux dire, si des tas de gens font des trucs à 25 ans et que toi tu les as pas fait à 25 ans pour plein de raisons, mais que tu veux les faire à 35 ans et que tu peux les faire à 35 ans et que ça t'épanouit et que ça te motive, fais-le. Vas-y. Et dernière chose, croyez en vous parce que vous avez des richesses insoupçonnées et le monde entier tend à vous le faire oublier. Croyez en vous. Voilà. Merci Alexandra. Je t'en prie Guillaume. J'aurais dû sortir mon choix avant.